Tu es à moi maintenant, murmura l'homme d'affaires lors de leur premier baiser. La phrase, prononcée sur une terrasse de bois face à la Méditerranée à Cannes, avec le vent chargé d'embrun et l'orage qui zébrait l'horizon, résonna comme une promesse et un défi à la fois. Mais cette histoire ne commence pas là. Elle commence quand une jeune femme de 24 ans, fille du Languedoc, et d'un foyer où la table était riche d'amour mais pauvre en euros, reçut une proposition qui semblait sortie d'un scénario improbable. Épouser par convenance un entrepreneur qui dominait des étages entiers de verre et d'acier dans le 16e arrondissement parisien. Margot Delacroix avait grandi dans les vignobles de l'Hérault, où sa famille cultivait depuis 3 générations des cépages qui donnaient des vins honnêtes, mais jamais assez rentables pour échapper aux créanciers. Son père, Pierre Delacroix, ancien instituteur reconverti dans la viticulture par passion, regardait chaque automne ses récoltes partir vers les coopératives qui dictaient des prix dérisoires. Sa mère, Sylvie, ancienne infirmière, tenait la comptabilité du domaine avec la précision de qui sait qu'une erreur peut coûter le toit familial. Margot avait 2 frères plus jeunes, Julien et Lucas, brillants élèves qui rêvaient d'université, mais regardèrent leurs parents compter et recompter les factures chaque fin de mois. La jeune femme avait terminé ses études de lettres modernes à Montpellier, avec mention très bien, mais les postes d'enseignante se faisaient rares, et les stages dans l'édition parisienne ne payaient pas suffisamment pour couvrir un loyer dans la capitale. Elle était rentrée au domaine familial pour réfléchir à son avenir. Euphémisme qui cachait mal la réalité. La famille Delacroix coulait lentement, et chaque bouche à nourrir pesait lourd sur un budget déjà serré. C'est dans ce contexte qu'arriva la lettre. Pas n'importe quelle lettre. Un courrier officiel aux armes d'un cabinet d'avocats parisien prestigieux, Maître Dubois et associé, demandant à mademoiselle Margot Delacroix de bien vouloir se présenter à leur étude pour une proposition d'ordre personnel susceptible de l'intéresser. Le ton était si formel, si distant de leur réalité quotidienne, que Sylvie Delacroix avait d'abord cru à une erreur d'adresse. Margot fit le voyage jusqu'à Paris avec l'argent du dernier livret d'épargne familiale, celui que ses parents gardaient pour les urgences. Dans le train qui l'emmenait vers la gare de Lyon, elle regardait défiler les paysages, en se demandant si elle ne perdait pas son temps et leurs dernières économies dans une chimère. L'étude Dubois et associés occupait un hôtel particulier du 7e arrondissement, rue Saint-Dominique. Le hall d'entrée, avec ses moulures dorées et son parquet ciré, intimida immédiatement la jeune femme habituée aux carrelages écaillés de la maison familiale. Maître Dubois, homme d'une 60aine d'années aux tempes argentées, la reçut avec une courtoisie qui la déstabilisa par sa chaleur inhabituelle dans ce cadre si solennel. « Mademoiselle Delacroix, je vous remercie d'avoir fait le déplacement. Ce que j'ai à vous proposer peut sembler inhabituel, mais les circonstances l'exigent. » Il marqua une pause, observant le visage de Margot qui s'efforçait de dissimuler sa nervosité. « Mon client, M. Aurélien Moncler, a besoin d'une épouse, temporairement. » Margot cligna des yeux, certaine d'avoir mal entendu. « Excusez-moi ? Un mariage de convenance, mademoiselle. Pour une durée de 6 mois, précisément. M. Moncler dirige l'un des groupes de conseil en stratégie les plus influents d'Europe. Il est sur le point de finaliser une fusion avec un conglomérat américain, mais leurs investisseurs ont posé une condition surprenante. Ils exigent que leurs partenaires français fassent preuve de stabilité personnelle et d'engagement social vérifiable. » L'avocat ouvrit un dossier épais et en sortit plusieurs documents. Ces investisseurs américains, très conservateurs, considèrent qu'un homme de 42 ans encore célibataire manque de maturité. De plus, le contrat exige la création d'une fondation caritative dirigée conjointement par le couple, preuve tangible de leur engagement sociétal. Margot sentait le sol se dérober sous ses pieds. « Et pourquoi moi ? Nous ne nous connaissons même pas. Monsieur Moncler a fait procéder à des recherches approfondies. Votre profil académique brillant, votre origine modeste, votre engagement dans l'associatif étudiant, tout cela correspond parfaitement à l'image qu'il souhaite projeter. Une jeune femme intelligente, issue du terroir français qui apporterait authenticité et substance à cette union. » Maître Dubois fit glisser vers elle un document qui ressemblait à un contrat commercial. « En échange de votre participation à cette mise en scène, vous recevriez une compensation de 500 000 €, versée en 3 fois. De plus, toutes les dettes de votre famille seraient effacées,
Et vos frères bénéficieraient de bourses d'études complètes pour leur cursus universitaire. La somme était si astronomique par rapport à leur réalité que Margot eut le vertige. 500 000 €. C'était 10 années de revenus du domaine familial dans les bonnes années. C'était la garantie que ses parents pourraient moderniser leurs installations, que Julien et Lucas pourraient faire les études de leur choix sans se soucier d'argent, que la famille Delacroix sortirait enfin la tête de l'eau. « Il y a forcément un piège », murmura-t-elle. « Les termes sont simples, vivre sous le même toit que M. Moncler, l'accompagner aux événements sociaux et professionnels nécessaires, co-diriger la fondation caritative. Le mariage serait platonique. Aucune intimité n'est exigée ou attendue. Au bout de 6 mois, quand la fusion sera finalisée, vous divorcerez discrètement et reprendrez votre vie. » Margot relut le contrat, ligne par ligne. Les clauses étaient détaillées, précises, presque chirurgicales dans leur froideur. Mais au-delà des aspects financiers, quelque chose la troublait. « Je veux le rencontrer. »« Pardon ? » ?»« Cet homme, Aurélien Moncler. Je veux le rencontrer avant de prendre ma décision. Si je dois jouer la comédie pendant 6 mois, j'ai besoin de savoir à qui j'ai affaire. » Maître Dubois sembla surpris. « Généralement, dans ce type d'arrangement, il n'y a rien de général dans cette situation, » coupa Margot avec une fermeté qui la surprit elle-même. « Soit je le rencontre, soit je rentre chez moi maintenant. » Le rendez-vous fut organisé le lendemain dans un restaurant discret du 6e arrondissement. Margot avait passé la nuit dans un petit hôtel près de la gare, tournant et retournant dans sa tête les implications de cette proposition surréaliste. Elle avait appelé ses parents, sans rien révéler de spécifique, juste pour entendre leur voix et puiser dans leur affection la force de faire face à cette situation. Aurélien Moncler n'était pas l'homme qu'elle avait imaginé. Certes, il avait l'allure d'un cadre dirigeant. Costume sur mesure, montre de luxe, assurance tranquille de quelqu'un habitué à être écouté. Mais il y avait dans son regard une fatigue que les tailleurs ne pouvaient dissimuler, une lassitude qui contrastait avec sa prestance apparente. « Mademoiselle Delacroix », il se leva à son arrivée, lui serra la main avec une politesse un peu raide. « Je vous remercie d'avoir accepté cette entrevue. Monsieur Moncler. » Elle s'assit face à lui, le dévisageant ouvertement. « Expliquez-moi pourquoi un homme comme vous a besoin de payer une femme pour l'épouser. » La question directe le fit sourciller. Il était visiblement habitué à plus de circumvolution dans les négociations. « C'est pragmatique. J'ai un objectif professionnel à atteindre, une contrainte à contourner. Votre proposition vous permet de résoudre vos difficultés financières. Nous sommes 2 adultes qui trouvons un arrangement mutuellement bénéfique. Vous ne répondez pas à ma question. » Margot plia sa serviette, geste machinal qui trahissait sa nervosité. « Pourquoi ne pas trouver une vraie épouse? Vous n'êtes pas dépourvu de charme. Vous avez manifestement les moyens de séduire, alors pourquoi cette mascarade ?» Aurélien resta silencieux un long moment, tournant son verre de vin entre ses doigts. Quand il releva les yeux vers elle, quelque chose avait changé dans son expression. « Parce que l'amour, mademoiselle, est un luxe que je ne peux pas me permettre. Les sentiments rendent vulnérables, imprévisibles. J'ai appris à mes dépens qu'il valait mieux garder les relations personnelles et professionnelles dans des sphères séparées. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Cela ne vous regarde pas. » La froideur était revenue dans sa voix, mais Margot y décela une blessure mal cicatrisée. « Si je dois partager votre vie pendant 6 mois, si mes parents et mes frères vont être impliqués dans cette histoire, alors si, cela me regarde. » Elle se pencha légèrement vers lui. « Je ne suis pas un accessoire qu'on loue, monsieur Moncler. Je suis une personne avec une famille, des rêves, des peurs. Si nous faisons ça, c'est en connaissant les règles du jeu. » Il l'observa longuement, comme s'il la découvrait vraiment pour la première fois. « J'ai été marié. Ça s'est très mal terminé. Elle s'appelait Céline. Elle était journaliste financière. Elle a utilisé nos conversations privées pour ses articles, révélé des informations confidentielles qui ont coûté des millions à mes clients. Quand j'ai découvert la trahison, elle m'a dit que l'amour et les affaires ne faisaient pas bon ménage, qu'elle avait choisi son camp. » Margot sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. « Je suis désolé. Ne le soyez pas. J'ai appris une leçon précieuse. Mélanger les sentiments et les intérêts, c'est la recette du désastre. Avec vous, tout sera clair, contractuel, sans ambiguïté. Nous savons tous les deux pourquoi nous sommes là. Et la fondation caritative, c'est juste un alibi? Non. » Il sembla surpris par sa propre véhémence. « Non, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Rendre une partie de ce que j'ai reçu.
Mais je n'ai jamais eu le temps, l'excuse parfaite pour reporter indéfiniment. Cette fusion m'oblige enfin à passer à l'acte. Margot prit une gorgée de son vin, laissant le silence s'installer entre eux. Elle observait cet homme qui essayait de construire des murs autour de son cœur, avec la même méticulosité qu'il mettait dans ses affaires. Si j'accepte, j'ai des conditions. Je vous écoute. D'abord, je veux étudier. Vraiment étudier. Je m'inscris en master d'éducation et développement social à la Sorbonne, aux frais de votre entreprise. Ensuite, la fondation. Je ne serai pas une potiche qui coupe des rubans. Je veux un vrai pouvoir de décision. Un budget que je gérerai, des projets que je choisirai. Enfin, ma famille reste en dehors des médias. Pas de photos, pas d'interviews, pas d'intrusion dans leur vie privée. Aurélien nota mentalement chaque point. Autre chose. Oui. Si à un moment vous ou moi souhaitons arrêter avant la fin des 6 mois, nous pouvons le faire sans pénalité. Je ne veux pas me retrouver prisonnière d'un contrat si les choses tournent mal. C'est raisonnable. Et vous? Quelles sont vos conditions? Il réfléchit un instant. Discrétion absolue sur les termes de notre arrangement. En public, nous devons être crédibles en tant que couple, et il hésita. J'ai besoin de savoir que vous ne vous servirez pas de ce que vous apprendrez sur moi ou mon entreprise. J'ai déjà donné. Margot acquiesça. Je comprends. Ils restèrent encore 1 heure à discuter des détails pratiques. Le déménagement à Paris, l'adaptation à un monde social qu'elle ne connaissait pas, la gestion des apparences publiques. Quand ils se séparèrent devant le restaurant, ils n'étaient plus des étrangers négociant un contrat, mais 2 personnes qui s'apprêtaient à partager une expérience inédite. De retour dans l'Hérault, Margot eut la conversation la plus difficile de sa vie avec ses parents. Elle ne pouvait pas leur révéler toute la vérité, le mariage de convenance, l'arrangement financier, mais elle devait leur expliquer pourquoi elle allait soudainement épouser un homme qu'ils n'avaient jamais rencontré. « Maman, papa, j'ai quelque chose d'important à vous dire. » Elle les avait trouvés dans la cuisine, après le dîner, quand Julien et Lucas étaient montés dans leur chambre. « Je vais me marier. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Sylvie Delacroix laissa tomber la casserole qu'elle était en train de laver. Pierre se figea, sa tasse de café à mi-chemin entre la table et ses lèvres. « Pardon ?» souffla sa mère. « Je sais que c'est soudain que vous ne le connaissez pas encore. Mais... » Margot avait répété son mensonge 100 fois dans le train, mais maintenant, face à ses parents, les mots lui semblaient faux, pathétiques. Il s'appelle Aurélien Monclerc. Il dirige une entreprise à Paris. Nous nous sommes rencontrés par l'intermédiaire d'amis communs et que Margot. La voix de son père était très calme, ce qui était toujours mauvais signe. Tu es parti 2 jours à Paris pour un rendez-vous mystérieux et tu reviens en nous annonçant ton mariage avec un inconnu. Tu nous prends pour des imbéciles? Les larmes montèrent aux yeux de Margot. Mentir à ses parents lui brisait le cœur, mais leur révéler la vérité risquait de les blesser davantage. Comment leur expliquer qu'elle vendait 6 mois de sa vie pour sauver la leur? Papa, je sais que c'est difficile à comprendre. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Sylvie s'était approchée, posant ses mains encore humides sur les joues de sa fille. Tu peux tout nous dire. Tu le sais, n'est-ce pas? Je l'aime, mentit Margot, et le mensonge lui brûla la gorge. Je sais que c'est rapide, mais parfois les choses arrivent comme ça. Et il peut nous aider tous. Pierre Delacroix était peut-être vigneron, mais il n'était pas naïf. Il voyait bien que sa fille cachait quelque chose, que cette histoire d'amour foudroyant sonnait faux. Mais il voyait aussi la détermination dans ses yeux, cette volonté farouche qu'elle tenait de lui et qui la poussait toujours à se battre pour ceux qu'elle aimait. « Cet homme, il te respecte ?» demanda-t-il finalement. « Oui, papa. Et tu es sûr de toi ?» Margot hocha la tête, priant pour que son mensonge soit assez convaincant. « Alors nous te faisons confiance, » dit Sylvie en la serrant contre elle. « Mais nous voulons le rencontrer, avant le mariage. » 1 semaine plus tard, Aurélien Monclerc descendait de sa BMW dans la cour du domaine Delacroix. Il avait échangé son costume habituel contre un pantalon en toile et une chemise blanche, mais il gardait l'allure de quelqu'un qui n'appartenait pas à ce monde de terre battue et de machines agricoles. Margot l'observait depuis la fenêtre de sa chambre, le cœur battant. Comment cet homme allait-il se comporter face à sa famille? Saurait-il être assez convaincant dans son rôle d'amoureux? Pierre Delacroix l'accueillit avec la politesse un peu froide du paysan face au citadin. Sylvie fut plus chaleureuse, mais Margot reconnut dans son sourire cette vigilance particulière des mères qui jaugent celui qui veut leur prendre leur fille. Le repas fut un exercice d'équilibriste. Aurélien fit des efforts sincères pour s'intéresser à la viticulture,
posant des questions pertinentes sur les cépages et les techniques de vinification. Il complimenta le vin de Pierre avec une connaissance qui n'était pas feinte. Il s'était manifestement documenté avant de venir. Julien et Lucas, 18 et 16 ans, l'observaient avec la curiosité méfiante des adolescents face à l'intrus qui bouleversait leur univers familial. « Et vous faites quoi exactement comme travail ?» demanda Julien pendant le dessert. « Je dirige une société de conseil en stratégie. Nous aidons les entreprises à prendre des décisions importantes, à se développer, à résoudre leurs problèmes. » Ça paye bien. Lucas n'avait jamais appris la diplomatie. Lucas. Sylvie rougit de l'indiscrétion de son fils. Ce n'est rien, sourit Aurélien. Oui, ça paye bien. Assez bien pour que votre sœur n'ait pas à s'inquiéter de l'argent. Pierre Delacroix leva les yeux de son assiette. Margot n'a jamais eu besoin qu'on s'occupe d'elle financièrement. Elle est parfaitement capable de subvenir à ses besoins. Le ton était légèrement sec, et Margot sentit la tension monter. Papa. Non, monsieur Delacroix a raison, intervint Aurélien. Votre fille est remarquablement indépendante et compétente. Ce n'est pas pour la prendre en charge que je l'épouse. C'est parce qu'elle m'apporte quelque chose que je n'ai jamais trouvé ailleurs. Et quoi donc ? Demanda Sylvie. Aurélien regarda Margot et pendant un instant, elle eut l'impression qu'il ne jouait plus la comédie. L'authenticité. Dans mon monde, tout le monde porte des masques, dit ce qu'il faut dire, fait ce qu'il faut faire. Margot est vraie. Elle dit ce qu'elle pense et elle agit selon ses convictions. C'est rare. Le reste du week-end se passa mieux. Aurélien aida Pierre à réparer une cuve qui fuyait, révélant des compétences manuelles inattendues. Il écouta Sylvie lui parler de l'histoire familiale, posant des questions qui montraient un intérêt sincère. Il encouragea Lucas dans ses projets d'études d'ingénieur et discuta littérature avec Julien, qui voulait faire lettres classiques. Le dimanche soir, quand il repartit pour Paris, l'atmosphère avait changé. Les Delacroix n'étaient peut-être pas convaincus par cette histoire d'amour express, mais ils avaient vu un homme qui respectait leur fille et qui faisait des efforts pour s'intégrer à leur famille. Il n'est pas comme je l'imaginais. Confia Sylvie à sa fille en préparant le dîner. Comment tu l'imaginais? Plus arrogant, plus méprisant envers nous. Mais il a l'air de réellement t'apprécier. Margot ne répondit pas. Elle aussi était troublée par l'attitude d'Aurélien. À certains moments, elle avait eu l'impression qu'il ne jouait pas, qu'il ressentait vraiment quelque chose. Mais c'était impossible. Ils avaient un contrat, des règles claires, des objectifs précis. Il ne fallait pas qu'elle commence à confondre jeu et réalité. Le mariage civil eut lieu 3 semaines plus tard, à la mairie du 16e arrondissement parisien, dans l'intimité la plus stricte. Margot portait une robe bleu marine, simple mais élégante, qu'Aurélien avait fait livrer chez elle. Seuls étaient au présent les témoins. Maître Dubois pour Aurélien, et Camille, sa meilleure amie depuis l'université, pour Margot, et les parents de la mariée qui avaient fait le voyage. Quand le maire prononça les mots rituels et qu'Aurélien l'embrassa pour sceller leur union, Margot sentit quelque chose d'étrange. Un frisson qui n'avait rien à voir avec la comédie qu'il jouait. Mais elle chassa cette sensation. Elle avait signé un contrat, pas un pacte avec le diable. Leur nouvelle vie commune commença dans l'appartement d'Aurélien avenue Foch, un lieu immense et glacial malgré le luxe des matériaux et du mobilier. Margot eut droit à sa propre suite, avec chambre, salle de bain et petit salon, à l'opposé des appartements privés de son époux temporaire. Ils se croisaient le matin au petit déjeuner, échangeaient quelques mots polis sur leurs programmes respectifs, et se retrouvèrent le soir pour dîner quand leurs agendas le permettaient. Les premières semaines furent étranges, artificielles. Margot s'inscrivit à son master comme convenu, découvrant un univers académique parisien bien différent de Montpellier. Elle prenait le métro pour aller en cours, refusant obstinément le chauffeur qu'Aurélien lui proposait, gardant jalousement ses moments d'anonymat dans la foule. Parallèlement, elle commença à travailler sur le projet de fondation. Aurélien lui avait donné carte blanche, ou presque. Le budget alloué était conséquent, 2 millions d'euros pour la première année. Margot voulait créer quelque chose de concret, d'utile, qui ne soit pas juste un alibi fiscal pour hommes d'affaires en quête de respectabilité. Elle passa des semaines à étudier les associations existantes, à rencontrer des acteurs de terrain, à comprendre les besoins réels. Son projet prit forme peu à peu. Une fondation dédiée à l'égalité des chances dans l'éducation, qui proposerait du soutien scolaire, de l'orientation et des bourses d'études pour les jeunes issus de milieux défavorisés. C'est ambitieux, commenta Aurélien,
quand elle lui présenta son projet détaillé. « Et intelligent. Vous êtes surpris ?» Margot ne put s'empêcher de sourire devant son expression. « Un peu, avoua-t-il. Je m'attendais à quelque chose de plus conventionnel. Mais votre approche est novatrice. » Ils étaient dans son bureau, un soir de novembre. La pluie battait contre les hautes fenêtres, et Paris scintillait en contrebas. Margot avait étalé ses documents sur la grande table de réunion, expliquant avec passion ses idées, ses objectifs, ses méthodes d'évaluation. « Pourquoi l'éducation ?» demanda-t-il. « Parce que c'est ce qui m'a sauvé. Sans l'école, sans les bourses, sans les professeurs qui ont cru en moi, je serais encore dans l'Hérault à regarder mes parents se tuer au travail pour ne jamais s'en sortir. » Elle marqua une pause. « L'éducation, c'est la seule chose qui permet vraiment de changer de classe sociale. Tout le reste, c'est de la poudre aux yeux. » Aurélien l'observait avec une attention nouvelle. « Vous parlez d'expérience. Bien sûr, vous croyez que je suis né avec un livre de Proust dans les mains. » Elle rit, mais sans amertume. « Mes parents m'ont donné l'amour et les valeurs. L'école m'a donné les codes et les outils. C'est ça que je veux offrir à d'autres gosses. » Cette nuit-là, Aurélien resta longtemps debout dans son bureau après le départ de Margot. Il repensait à ses mots, à la fierté qui brillait dans ses yeux quand elle parlait de son projet, à cette passion authentique qui contrastait si violemment avec l'indifférence polie qu'il côtoyait habituellement. Pour la première fois depuis des années, il avait envie de croire à quelque chose. Les premiers mois de cohabitation ressemblaient à une danse minutieusement chorégraphiée entre deux étrangers polis. Margot avait établi ses propres rituels dans l'appartement d'Aurélien. Café à 6h30 dans la cuisine silencieuse, lecture des journaux sur la terrasse quand le temps le permettait, départ pour la Sorbonne avant qu'il ne descende prendre son petit déjeuner. Elle rentrait généralement en fin d'après-midi, s'installait dans son petit salon pour travailler sur ses cours ou le projet de fondation, évitant soigneusement de croiser Aurélien dans les espaces communs. Cette organisation quasi monastique fut bouleversée un jeudi de décembre quand Aurélien frappa à la porte de sa suite vers 22h. Margot, en pyjama et chaussons, un livre de pédagogie ouvert sur les genoux, sursauta au bruit inattendu. « Entrez !» dit-elle après avoir enfilé à la hâte un peignoir. Aurélien apparut dans l'encadrement, encore en costume mais la cravate dénouée, les cheveux légèrement ébouriffés. Il tenait à la main une épaisse enveloppe Kraft. « Excusez-moi de vous déranger si tard, mais nous avons un problème. Enfin, une opportunité, mais qui nécessite une préparation immédiate. » Margot referma son livre, intriguée par son expression tendue. « Quel genre d'opportunité ?» La ministre de l'Éducation organise un gala de charité samedi prochain au Shangri-La. 300 invités, tout le gratin parisien de l'éducation et des affaires. C'est exactement le type d'événement où nous devons nous montrer. Il marqua une pause, observant son visage. Ensemble, en tant que couple. Margot sentit son estomac se nouer. Depuis leur mariage, ils n'avaient participé qu'à des dîners d'affaires discrets, des événements où leur présence conjointe passait presque inaperçue. Un gala officiel avec photographes et journalistes, c'était une autre dimension. Et le problème, demanda-t-elle, devinant qu'il y en avait un. L'invitation précise que les couples présents seront invités à prendre la parole sur leurs actions philanthropiques communes. 5 minutes, pas plus, mais devant un public qui nous observera à la loupe. Il s'assit dans le fauteuil face à elle, passant une main dans ses cheveux. Il faut que nous soyons parfaitement synchronisés. Que notre histoire tienne la route. Margot ouvrit l'enveloppe qu'il lui tendait. À l'intérieur, des fiches biographiques détaillées sur les principaux invités, des notes sur les sujets à éviter, les alliances politiques et économiques à respecter. Bref, un véritable manuel de survie en société parisienne. Vous voulez que j'apprenne tout ça par cœur en 5 jours? Elle feuilletait les documents, impressionnée malgré elle par la minutie de la préparation. Pas apprendre par cœur, comprendre. Ces gens-là sentent l'imposture à des kilomètres. Si vous récitez des fiches, ils s'en apercevront immédiatement. Il se pencha vers elle. Il faut que vous soyez vous-même, mais en maîtrisant les codes. C'est plus subtil. Et pour notre histoire commune, notre pseudo-romance, nous allons la construire ensemble, en partant de la vérité chaque fois que c'est possible. Aurélien sortit un carnet de sa poche. Racontez-moi votre enfance, vraiment. Vos souvenirs les plus marquants, vos rêves d'alors, ce qui vous a construite. Cette demande inattendue déstabilisa Margot. Pourquoi? Parce que si nous devons mentir sur nos sentiments,
au moins que notre histoire personnelle soit authentique. Les détails vrais rendent les mensonges crédibles. Ils passèrent la soirée à échanger leurs souvenirs. Margot raconta les vendanges de son enfance, quand toute la famille se levait avant l'aube pour cueillir les grappes dans la rosée matinale. Les repas de fête chez sa grand-mère, avec les cousins qui arrivèrent de Marseille et de Lyon. La maison trop petite qui résonnait de rires et de disputes amicales. Les soirées d'hiver où son père lui lisait des histoires près de la cheminée, pendant que sa mère reprisait les vêtements à la lueur de la lampe. En retour, Aurélien évoqua son enfance bourgeoise du 16e arrondissement, les dimanches guindés chez ses grands-parents paternels, les vacances à Deauville, où il s'ennuyait ferme dans des clubs de plage huppés. Ses parents, tous deux avocats d'affaires, qui rentraient tard et déléguaient son éducation à une succession de gouvernantes anglaises. L'internat prestigieux, où il avait appris l'excellence et la solitude en parts égales. Nous sommes aux antipodes, constata Margot vers minuit, quand ils eurent épuisé leurs réserves de confidence. C'est peut-être pour ça que ça pourrait marcher, répondit Aurélien pensivement. L'attraction des contraires. Vous m'apportez ce qui me manque. Je vous offre ce dont vous avez besoin. C'est une base crédible pour une relation. Et comment nous sommes-nous rencontrés dans cette version officielle? Aurélien réfléchit un instant. À un colloque sur l'éducation et l'entreprise à la Sorbonne. Vous étiez intervenante sur l'égalité des chances, j'étais dans le public. Votre discours m'a marqué, je suis venu vous féliciter après la conférence. Nous avons pris un café qui s'est prolongé en dîner. Et vous êtes tombé fou amoureux de mes théories pédagogiques. Termina Margot avec ironie. Non, fou amoureux de votre passion. De cette façon que vous avez de vous enflammer quand vous parlez de quelque chose qui vous tient à cœur. Sais-je, il s'interrompit comme s'il venait de réaliser ce qu'il était en train de dire. C'est quoi? Rien, c'est juste ce que nous raconterons. Mais quelque chose dans son regard démentait ses paroles. Les jours suivants furent consacrés à une préparation intensive. Aurélien engagea un coach en communication pour aider Margot à gérer le stress des prises de parole publiques et une conseillère en images pour l'accompagner dans le choix de sa tenue de gala. Cette dernière, Isabelle Verneuil, ancienne rédactrice de mode devenue consultante pour femmes de dirigeants, ne mâcha pas ses mots lors de leur première rencontre. Ma chère, vous avez tous les atouts physiques nécessaires, mais il va falloir apprendre les codes. Dans ce milieu, l'apparence n'est pas de la superficialité, c'est de la communication non verbale. Chaque détail compte. Elles passèrent un après-midi entier dans les boutiques du faubourg Saint-Honoré, Margot découvrant un univers où une robe pouvait coûter plus cher que la voiture familiale. Elle finit par choisir une robe de soirée noire signée d'un créateur français, d'une élégance discrète, mais indéniable, qui la mettait en valeur sans la transformer en quelqu'un d'autre. Parfait, approuva Isabelle, sophistiqué mais pas ostentatoire. Vous restez vous-même en mieux. Le soir du gala, Margot se regarda dans le miroir de sa chambre et eut du mal à reconnaître la jeune femme qui lui faisait face. Le maquillage professionnel réalisé à domicile sublimait ses traits sans les masquer. Ses cheveux châtains étaient relevés en un chignon savamment décoiffé et la robe noire épousait parfaitement sa silhouette. Elle portait en bijoux uniquement les perles de sa grand-mère maternelle, seul lien tangible avec son univers d'origine. Aurélien l'attendait dans le salon, superbe dans son smoking sur mesure. Quand elle entra, il interrompit sa conversation téléphonique et resta quelques secondes silencieux. « Vous êtes magnifique, dit-il simplement. Merci, vous n'êtes pas mal non plus. » Il y eut un moment de flottement, comme si la réalité de leur situation leur apparaissait soudain sous un jour différent. Puis Aurélien se ressaisit et lui tendit son manteau. « Êtes-vous prête pour votre grand débat dans la société parisienne, Madame Moncler ?» Le nom résonna étrangement aux oreilles de Margot. Depuis leur mariage, elle continuait à se présenter sous son nom de jeune fille à l'université et dans la plupart des circonstances. Entendre Madame Moncler lui rappelait brutalement le rôle qu'elle s'apprêtait à jouer. Le Shangri-La était illuminé comme un palais. Des photographes mitraillaient les invités sur le tapis rouge improvisé devant l'entrée et Margot sentit son cœur s'accélérer quand leur voiture s'arrêta devant l'hôtel. « Respirez », murmura Aurélien en l'aidant à descendre. « Souriez mais pas trop. Regardez les objectifs quand je vous le dirai d'un petit signe de tête. Et surtout, restez près de moi. » Les premières minutes furent un tourbillon d'éclairs de flash et de questions lancées par les journalistes. « Monsieur Moncler, votre épouse va-t-elle s'impliquer dans vos affaires? Madame, comment conjuguez-vous vos études et votre rôle d'épouse d'entrepreneur? Pouvez-vous nous parler de votre fondation?
Margot répondit avec le naturel qu'Aurélien lui avait conseillé de conserver, évitant les formules toutes faites. « Je ne me considère pas comme l'épouse d'un entrepreneur, mais comme une femme qui a ses propres projets et qui a la chance de partager sa vie avec un homme qui les soutient », déclara-t-elle à une journaliste du Figaro. Une fois à l'intérieur, le défi changea de nature. Il fallait maintenant naviguer dans la foule des invités, serrer les bonnes mains, tenir les bonnes conversations, donner l'image d'un couple complice et amoureux. Aurélien la guidait avec une subtilité que seule une épouse attentive pouvait remarquer. Une pression légère sur le bras pour la diriger vers une conversation importante, un regard discret pour lui signaler qu'il fallait s'extraire d'un groupe. « Aurélien. Mon cher, quelle joie de vous revoir. » Une femme d'une 50aine d'années, bijoux étincelants et sourire parfait, se dirigeait vers eux d'un pas déterminé. « Et vous devez être la fameuse Margot dont tout Paris parle. »« Bonsoir, Viviane, » répondit Aurélien avec une politesse qui sonnait un peu faux. « Margot, je vous présente Viviane de Courson, mécène et organisatrice de nombreux événements caritatifs parisiens. » Margot reconnut immédiatement le type, femme du monde. Fortune héritée, qui s'occupait de charité comme d'autres collectionnent les sacs à main. Son sourire était chaleureux, mais ses yeux évaluaient Margot de la tête aux pieds. « Ma chère enfant, j'ai entendu dire que vous lanciez une fondation éducative. Comme c'est touchant et ambitieux pour quelqu'un de si jeune. » Le ton condescendant irrita Margot, mais elle garda son calme. « L'âge n'est pas un handicap, quand on a grandi dans le système que l'on veut améliorer, Madame de Courson. Cela donne même une perspective que l'on n'acquiert pas dans les livres. Certes, certes. Et d'où venez-vous exactement, ma chère? Aurélien a été si discret sur vos origines. » Margot sentit Aurélien se tendre à côté d'elle. C'était manifestement un terrain miné, mais elle refusa de mentir ou de minimiser ses origines. « De l'Hérault, madame. Ma famille cultive la vigne depuis 3 générations. Mes parents m'ont appris que la terre ne ment jamais, contrairement aux apparences. » La pique était subtile mais claire. Viviane de Courson eut un petit rire cristallin qui ne trompait personne. « Comme c'est authentique, j'espère que vous vous plairez dans notre petit monde parisien. Il faut parfois du temps pour s'adapter au code, n'est-ce pas? » « Je ne cherche pas à m'adapter, madame. Je cherche à contribuer. C'est différent. » Aurélien posa sa main dans le dos de Margot, geste possessif et protecteur à la fois. « Viviane, vous m'excuserez, mais le ministre nous attend. » Ils s'éloignèrent, laissant Viviane de Courson avec son sourire figé. Une fois hors de portée, Aurélien se pencha vers l'oreille de Margot. « Brillant. Vous l'avez remise à sa place sans perdre votre élégance. Elle m'a cherché. Elle cherche tout le monde. C'est sa façon de marquer son territoire. » Il marqua une pause. « Mais attention, elle est influente et rancunière. Nous ne l'avons pas vue pour la dernière fois. » Le dîner fut un exercice d'endurance sociale. Margot se retrouva assise entre un industriel de l'automobile et la femme d'un banquier d'affaires, devant naviguer entre les conversations sur les derniers scandales politiques et les potins mondains. Elle s'en sortit, en orientant systématiquement les discussions vers l'éducation et l'égalité des chances, sujet qui passionnait moins ses voisins de table, mais leur permettait de briller en affichant leurs bonnes intentions. « Votre épouse est rafraîchissante », confia discrètement à Aurélien, le président d'une grande école de commerce. Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu quelqu'un parler de pédagogie avec autant de conviction dans ce genre d'événement. Vint enfin le moment redouté, les prises de parole des couples philanthropes. Margot sentit sa gorge se serrer quand la ministre de l'Éducation, Catherine Dubois, les appela sur scène. « Mes chers amis, j'ai le plaisir de vous présenter Aurélien et Margot Monclerc, qui lancent actuellement une fondation dédiée à l'égalité des chances dans l'éducation, une initiative qui me tient particulièrement à cœur. » Sous les projecteurs, face à 300 visages tournés vers eux, Margot sentit ses jambes trembler. Mais quand Aurélien lui prit la main, elle puisa dans ce contact une force inattendue. « Bonsoir », commença Aurélien de sa voix claire et assurée. « Nous sommes ici parce que nous croyons qu'un enfant ne devrait jamais être limité par le code postal de sa naissance. Ma femme Margot peut vous en parler mieux que moi. Elle qui a bénéficié de cette chance et qui veut aujourd'hui la transmettre. » Margot prit la parole, oubliant progressivement le public pour se concentrer sur son message. « J'ai grandi dans une famille aimante mais modeste. Sans l'école publique, sans les bourses, sans les professeurs qui ont cru en moi, je ne serais pas devant vous ce soir. Notre fondation veut reproduire ce miracle, identifier les talents là où ils se trouvent et leur donner les moyens de s'épanouir.
Elle parla des programmes de mentorat qu'ils développaient, des partenariats avec les entreprises pour créer des stages qualifiants, du laboratoire de sciences qu'ils avaient équipé dans un collège de Seine-Saint-Denis. Sa passion était communicative, et elle sentit l'attention du public se faire plus soutenue. « Notre projet n'est pas de la charité », conclut-elle. « C'est un investissement dans l'avenir de notre pays. Ces enfants que nous aidons aujourd'hui seront les chercheurs, les entrepreneurs, les artistes de demain. Nous ne leur donnons pas l'aumône. Nous leur rendons ce qui leur appartient, le droit de rêver grand. » Les applaudissements furent de nourris et sincères. En redescendant de scène, Margot croisa le regard d'Aurélien et y lut quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. Mais aussi autre chose, quelque chose de plus troublant qu'elle ne sut pas identifier. La fin de soirée se déroula dans une atmosphère plus détendue. Plusieurs invités vinrent féliciter Margot pour son discours, et elle se retrouva au centre d'un petit groupe de femmes d'entrepreneurs qui s'intéressaient sincèrement à son projet. Pour la première fois depuis le début de la soirée, elle se sentit à sa place. « Vous avez été parfaite », lui glissa Aurélien quand ils regagnèrent enfin leur voiture vers 1h du matin. « J'ai dit ce que je pensais. C'est plus facile que de réciter un texte appris. C'est pour ça que vous étiez parfaite. » Il la regarda intensément. « Vous savez que la moitié des hommes présents ce soir sont tombés un peu amoureux de vous ?» Margot rougit dans l'obscurité de la voiture. « N'exagérez pas. Je n'exagère pas. Votre authenticité dans ce monde de faux-semblants, c'est magnétique. » Il y eut un silence, chargé d'une tension nouvelle. Margot se demanda si Aurélien parlait des autres hommes ou s'il se décrivait lui-même. De retour avenue Foch, ils se retrouvèrent dans l'ascenseur, seuls pour la première fois depuis des heures. L'adrénaline de la soirée retombait, laissant place à une fatigue mêlée d'excitation. « Un dernier verre ?» proposa Aurélien quand les portes s'ouvrirent sur leur étage. Margot hésita. Il était tard. Elle était épuisée. Et quelque chose dans l'attitude d'Aurélien depuis la fin de la soirée la troublait. Mais elle acquiesça. Ils s'installèrent dans le salon, Aurélien servant 2 verres de cognac. Margot avait retiré ses escarpins et relevé légèrement sa robe pour s'asseoir en tailleur dans le canapé. Geste naturel qui brisa soudain l'atmosphère sophistiquée de la soirée. « Vous regrettez ?» demanda-t-elle. « Quoi donc ? Ce mariage, cette mascarade. Vous auriez pu trouver une épouse convenable dans votre milieu, quelqu'un qui maîtrise les codes naturellement. » Aurélien tourna son verre entre ses mains, réfléchissant à sa réponse. « Une épouse convenable n'aurait jamais parlé comme vous l'avez fait ce soir. Elle aurait récité des platitudes bien pensantes, sans jamais émouvoir. Personne, mais elle vous aurait évité l'humiliation de Viviane de Courson et de ses... C'est semblable. Viviane de Courson peut aller au diable. La véhémence de sa réponse surprit Margot. Ces gens-là passent leur temps à se entredéchirer par ennui. Ils ont oublié qu'il existait autre chose que leur petit jeu de pouvoir. Et vous n'aviez pas oublié? Aurélien la regarda longuement. Si, j'avais oublié, jusqu'à ce que vous me le rappeliez. Cette confession inattendue créa entre eux une intimité soudaine qui les déstabilisa tous les deux. Margot sentit son cœur s'accélérer et se leva précipitamment. Il est tard. Je vais me coucher. Margot. Sa voix l'arrêta alors qu'elle se dirigeait vers la porte. Merci, pour ce soir. Vous avez été remarquable. Elle se retourna, croisa son regard, et pendant un instant, l'espace d'un battement de cœur, elle eut l'impression qu'ils n'étaient plus 2 étrangers, liés par un contrat, mais un homme et une femme qui s'attiraient dangereusement. Bonne nuit. Aurélien. Bonne nuit. Dans sa chambre, Margot eut du mal à trouver le sommeil. Elle repensait à la soirée, au regard qu'Aurélien avait posé sur elle, à ces moments où elle avait oublié qu'il jouait à la comédie. Elle se répétait que c'était de la méthode, qu'il fallait être crédible, que les sentiments n'avaient rien à faire dans leur arrangement. Mais quand elle s'endormit enfin, ce fut en rêvant de la façon dont Aurélien l'avait regardée quand elle était descendue de scène, comme si elle était vraiment sa femme et qu'il était vraiment fier d'elle. Le lendemain matin, tout était redevenu normal. Aurélien était déjà parti, quand elle descendit prendre son petit déjeuner, laissant seulement un mot pour la prévenir qu'il serait en déplacement 3 jours à Londres. Margot se dit que c'était mieux ainsi. Cette distance leur permettrait de remettre les choses en perspective. Mais quand elle ouvrit les journaux du matin et découvrit leurs photos en première page du Figaro Madame, avec le titre « Le couple qui réconcilie business et générosité », elle ne put s'empêcher de sourire.
Sur le cliché pris pendant leur discours, ils semblaient vraiment complices, vraiment amoureux. L'illusion était parfaite, peut-être même trop parfaite. Les jours suivants confirmèrent le succès de leurs prestations. Les médias s'emparèrent de leur histoire, présentant Margot comme la révélation philanthropique de l'année et Aurélien comme l'entrepreneur éclairé qui savait s'entourer. Les demandes d'interview affluaient, et plusieurs personnalités du monde éducatif souhaitaient rencontrer Margot pour discuter de partenariat. Mais ce succès médiatique attira aussi des regards moins bienveillants. Viviane de Courson, vexée de leur échange de la soirée du gala, commença à distiller des insinuations perfides dans son cercle d'influence. Cette petite provinciale a bien vite appris à naviguer dans notre monde, vous ne trouvez pas? Et ce mariage si soudain, si pratique pour les affaires d'Aurélien. Les rumeurs restaient feutrées. Confinée au salon parisien, mais Margot sentait parfois des regards différents se poser sur elle lors des événements auxquels elle participait. Comme si certains cherchèrent la faille, l'indice qui prouverait que leur histoire d'amour était trop belle pour être vraie. Un soir de janvier, alors qu'Aurélien était rentré de Londres depuis une semaine et qu'ils avaient repris leur routine d'étrangers polis, Margot reçut un appel qui allait tout changer. « Margot, c'est maman. » La voix de Sylvie Delacroix tremblait à l'autre bout du fil. « Il faut que tu viennes. »« Ton père a eu un malaise cardiaque. » Le téléphone glissa des mains tremblantes de Margot et tomba sur le parquet du salon avec un bruit sourd qui résonna dans le silence de l'appartement comme un glas. Pierre Delacroix, son père, cet homme de fer qui avait trimé toute sa vie dans les vignes, venait de s'effondrer en pleine vendange tardive. Un infarctus, avait dit sa mère entre deux sanglots. Les pompiers l'emmenaient aux urgences de Montpellier. « Margot ?» La voix d'Aurélien la fit sursauter. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, encore en costume de sa journée de travail, et son expression changea instantanément quand il vit son visage défait. Que se passe-t-il? Mon père, il... Les mots se coincèrent dans sa gorge. Tout à coup, elle ne pouvait plus prétendre, ne pouvait plus jouer le rôle de l'épouse parfaite. Elle n'était plus que la fille de Pierre Delacroix, et son père se mourait peut-être à 800 kilomètres de là. Aurélien s'approcha sans hésiter et la prit dans ses bras. Ce geste si naturel qu'il semblait évident la surprit autant qu'il la réconforta. Pour la première fois depuis leur mariage, elle sentait sa chaleur humaine, pas celle du businessman calculateur qu'elle côtoyait quotidiennement. « Racontez-moi », dit-il simplement. Entre deux hoquets, Margot lui expliqua l'appel de sa mère, l'état critique de son père, sa nécessité de partir immédiatement pour l'Hérault. « Il faut que j'y aille. Maintenant, je ne peux pas. Je ne peux pas le laisser mourir sans moi. Bien sûr, je vais demander à Charles de préparer la voiture. » « Non. » Margot se dégagea de ses bras, retrouvant un semblant de contrôle. « Non, c'est mon problème. Notre contrat ne vous oblige pas à... » « Au diable, le contrat. » La véhémence de sa réponse la fit taire. « Vous croyez que j'ai besoin d'un papier pour avoir envie d'aider quelqu'un qui souffre ?» Il était déjà en train de composer un numéro sur son téléphone. « Charles, préparez la Mercedes immédiatement. Nous partons pour Montpellier. »« Oui, ce soir. Et contactez le CHU. Je veux savoir dans quel service est admis Monsieur Pierre Delacroix. Et qui est le chef de service. Aurélien, vous n'êtes pas obligé de... » Margot. Il posa ses mains sur ses épaules, la forçant à le regarder. « Votre père a peut-être besoin des meilleurs soins possibles. J'ai des contacts dans le milieu médical. Je peux m'assurer qu'il soit suivi par les meilleurs cardiologues de la région. Laissez-moi vous aider. Vraiment vous aider. » Elle acquiesça, trop bouleversée pour argumenter. En 20 minutes, ils étaient sur la route. Aurélien au volant de sa Mercedes, Margot recroquevillée sur le siège passager, le téléphone collé à l'oreille, pour maintenir le contact avec sa mère et ses frères. Les 4 heures de route dans la nuit furent un révélateur. Aurélien conduisait vite, mais sûrement, ne cherchant pas à combler le silence par des paroles inutiles. De temps en temps, il posait sa main libre sur celle de Margot quand il la sentait sur le point de craquer. Ces gestes simples, spontanés, n'avaient rien à voir avec la mise en scène de leurs apparitions publiques. « Pourquoi faites-vous ça ?» demanda-t-elle finalement, alors qu'il dépassait Valence. « Quoi ? Et tout ça. M'accompagner, mobiliser vos relations. Nous ne sommes pas vraiment mariés, Aurélien. Pas vraiment. » Il garda les yeux sur la route, mais elle vit ses mains se crisper imperceptiblement sur le volant. « Si, nous sommes mariés. Peut-être pas comme nous l'avions prévu, mais nous le sommes. Le papier ne fait pas tout. Non, mais ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. » Il lui jeta un coup d'œil rapide. « Et en ce moment, ce qui compte, c'est que votre père aille bien.
Ils arrivèrent au CHU de Montpellier vers 2 heures du matin. Sylvie Delacroix se jeta dans les bras de sa fille avec la violence du désespoir, et Margot retrouva instantanément l'odeur de sa mère, mélange de lavande et d'inquiétude maternelle. Julien et Lucas, les yeux rougis par l'insomnie et l'angoisse, se serrèrent contre elle comme quand ils étaient petits. « Comment va-t-il » et fut la première question de Margot. « Stable, disent-ils. Mais ils ne savent pas encore. L'opération s'est bien passée. Ils lui ont posé des stents, mais... » Sylvie ne finit pas sa phrase, incapable de formuler ses pires craintes. Aurélien s'approcha discrètement du médecin de garde et eut avec lui une conversation à voix basse. Margot le vit sortir son téléphone, passer plusieurs appels, prendre des notes. Quand il revint vers eux, son expression était plus rassurante. « J'ai eu le professeur Marseille, chef du service de cardiologie. C'est lui qui a supervisé l'intervention de votre père. Il accepte de vous recevoir dans 1 heure pour faire le point sur son état. » Sylvie Delacroix regarda cet homme qu'elle connaissait à peine et qui mobilisait ses relations au cœur de la nuit pour sa famille. « Monsieur Monclerc, je ne sais pas comment vous remercier. En prenant soin de vous, Madame Delacroix. Margot a besoin que vous teniez le coup. » L'entretien avec le professeur Marseille fut plus encourageant que prévu. Pierre Delacroix avait certes fait un infarctus sérieux, mais pris à temps. Les artères étaient désormais dégagées. Le cœur reprenait un rythme normal. Il y aurait une rééducation, des changements d'habitude de vie, mais le pronostic était favorable. « Il a eu de la chance », conclut le cardiologue. 1 heure de plus et c'était trop tard. Quand ils purent enfin voir Pierre Delacroix, quelques heures plus tard, Margot faillit s'effondrer. Son père, si fort d'habitude, semblait fragile dans ce lit d'hôpital, relié à des machines qui bipaient régulièrement. Mais quand il ouvrit les yeux et sourit en la voyant, elle sut qu'il s'en sortirait. « Ma petite fille », murmura-t-il d'une voix encore faible, « tu as fait tout ce chemin. Chut, papa. Repose-toi, je suis là. » Pierre tourna la tête vers Aurélien qui était resté en retrait près de la porte. « Votre mari a remué ciel et terre pour moi cette nuit. T'apparaît-il » Margot se retourna vers Aurélien, réalisant soudain tout ce qu'il avait fait. Les coups de téléphone, les contacts mobilisés, la présence silencieuse mais efficace depuis le début de cette épreuve. Ce n'était pas le comportement d'un homme qui respectait simplement un contrat. C'était celui d'un homme qui tenait à elle. « C'est normal », répondit Aurélien simplement. « La famille de Margot, c'est ma famille. » Ces mots, prononcés avec une sincérité évidente, touchèrent Margot au cœur. Pour la première fois depuis leur mariage, elle eut l'impression d'entendre Aurélien parler avec son cœur, plutôt qu'avec sa tête. Les jours suivants s'organisèrent autour de l'hôpital. Margot ne quittait pratiquement pas le chevet de son père, et Aurélien, qui devait initialement rentrer à Paris après une journée, prolongea son séjour. Il s'installa dans un hôtel de Montpellier et gérait ses affaires à distance, entre 2 visites à l'hôpital. « Vous n'êtes pas obligé de rester », lui dit Margot un soir, alors qu'il dînait dans la cafétéria de l'hôpital. « Je sais. » Il piqua distraitement dans sa salade. « Mais j'ai envie de rester. Pourquoi ?» Il leva les yeux vers elle, et elle y lut une vulnérabilité qu'elle ne lui connaissait pas. « Parce que quand mon père est mort, j'étais en voyage d'affaires à New York. J'ai appris sa mort par un message sur mon répondeur. Je n'ai même pas pu lui dire au revoir. » Cette confession inattendue bouleversa Margot. Elle posa sa main sur celle d'Aurélien, geste spontané qui les surprit tous les deux. « Je suis désolé. J'avais 28 ans. J'étais tellement obsédé par ma carrière, par la réussite, que j'en avais oublié l'essentiel. Mon père a passé sa vie à essayer de me transmettre autre chose que l'ambition, et moi je n'ai jamais pris le temps de l'écouter. » Il marqua une pause. « Avec votre famille, je vois ce que j'ai raté. Cette évidence de l'amour, cette simplicité des liens vrais, ce n'est pas trop tard, vous savez, pour apprendre. Vous croyez? J'en suis sûr. » Ce soir-là, ils rentrèrent ensemble au domaine de la Croix, où Sylvie avait insisté pour qu'Aurélien loge plutôt qu'à l'hôtel. « Vous faites partie de la famille maintenant », avait-elle déclaré avec cette autorité maternelle qu'on ne discute pas. La maison familiale accueillit Aurélien comme elle accueillait tous ceux que les Delacroix aimaient, avec simplicité et chaleur. Il dormit dans l'ancienne chambre de Julien, partagea les repas dans la cuisine aux carreaux de faïence bleue, découvrit les rituels familiaux. Le matin, Sylvie lui servait son café dans un bol en faïence, accompagné de tartines de confiture maison. Le soir, il aidait Lucas à réviser ses mathématiques, révélant des talents pédagogiques insoupçonnés. « Il n'est pas comme je l'imaginais », confia Julien à sa sœur un après-midi.
alors qu'ils étaient tous les deux au chevet de leur père qui dormait. Comment tu l'imaginais? Plus hautain, plus méprisant envers nous. Mais il écoute vraiment quand on lui parle. Et hier, il a passé 2 heures à aider papa à ranger ses papiers médicaux, sans que personne le lui demande. Margot observait effectivement Aurélien avec étonnement depuis le début de ce séjour forcé. L'homme d'affaires implacable semblait avoir laissé place à quelqu'un de plus humain, de plus accessible. Il s'intéressait sincèrement aux histoires que lui racontait Pierre Delacroix sur la viticulture, posait des questions pertinentes sur les traditions familiales, s'adaptait naturellement au rythme de la maison. Un soir, alors que Pierre était enfin rentré de l'hôpital et que toute la famille était réunie dans le salon, Sylvie sortit les albums photos. Margot vit Aurélien découvrir son enfance, les vendanges où elle aidait malgré ses 8 ans, les fêtes de village où elle dansait avec ses cousins, les remises de prix scolaires où ses parents la regardaient avec une fierté évidente. « Vous avez eu une belle enfance », lui dit-il plus tard, quand ils se retrouvèrent seuls sur la terrasse face aux vignes. Simple plutôt. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous étions heureux. C'est ça, une belle enfance. L'amour inconditionnel. La certitude d'avoir sa place quelque part. Il regardait les étoiles dans le ciel de l'Hérault, si différent du ciel pollué de Paris. Moi, j'ai eu des gouvernantes, des professeurs particuliers, des vacances à l'étranger. Mais je n'ai jamais eu ça. Qu'est-ce que vous aviez alors? L'excellence, la performance, l'obligation de réussir. Il sourit amèrement. Mes parents m'aimaient, à leur façon, mais leur amour était conditionnel à mes résultats. Premier de classe, meilleures écoles, meilleur parcours professionnel. Je ne me suis jamais demandé si j'étais heureux, seulement si j'étais assez bon. Margot sentit son cœur se serrer pour cet homme qui avait tout eu, sauf l'essentiel. Et maintenant, vous êtes heureux? Il se tourna vers elle, et dans l'obscurité de la terrasse, elle ne put distinguer son expression. Maintenant, pour la première fois depuis longtemps, je commence à comprendre ce que ça veut dire. Ce fut cette nuit-là que tout bascula. Margot n'arrivait pas à dormir, troublée par leur conversation, par cette intimité nouvelle qui s'était installée entre eux. Vers 2 heures du matin, elle descendit à la cuisine se faire une tisane et trouva Aurélien debout devant la fenêtre, contemplant les vignes sous la lune. Vous non plus, vous n'arrivez pas à dormir. Il se retourna, et elle vit qu'il avait troqué son éternel costume contre un jean et un pull en coton, vêtements que Julien lui avait prêtés. Cette transformation vestimentaire symbolisait quelque chose de plus profond. L'homme qu'elle découvrait ici n'était plus le PDG glacial qu'elle avait épousé. « Je réfléchissais », dit-il simplement. « À quoi ?»« À nous, à ce qui nous arrive. » Margot sentit son pouls s'accélérer. « Qu'est-ce qui nous arrive ?»« Je ne sais pas. C'est bien le problème. » Il s'approcha d'elle et elle respira son parfum, différent de celui qu'il portait habituellement, plus simple, plus masculin. Au début, tout était clair, un contrat, des objectifs, une échéance. Mais maintenant, quand je vous regarde, je ne pense plus au contrat. Je pense à la femme que vous êtes, à la façon dont vous tenez la main de votre père, dont vous écoutez vos frères, dont vous aidez votre mère, à votre passion quand vous parlez d'éducation, à votre courage quand vous affrontez des gens comme Viviane de Courson. Il était tout prêt maintenant, et Margot sentait la chaleur de son corps, l'intensité de son regard. Aurélien, je sais que ce n'était pas prévu, je sais que ça complique tout, mais je ne peux plus faire semblant de ne rien ressentir. Que ressentez-vous? Que vous me manquez quand vous n'êtes pas là, que j'ai envie de vous protéger, de vous rendre heureuse, que l'idée de vous voir repartir dans 6 mois me terrifie. Ces mots, prononcés d'une voix rauque d'émotion, firent l'effet d'un séisme dans le cœur de Margot. Elle aussi avait senti quelque chose changer, mais elle s'était interdit de l'analyser, de le nommer. « C'est de la gratitude », dit-elle faiblement. « Parce que j'ai accepté votre proposition, parce que la fondation marche bien. » Non. Il posa ses mains de chaque côté de son visage, la forçant à le regarder. « C'est parce que vous m'avez rappelé qui j'étais vraiment. Avant que le succès, l'argent et les déceptions ne me transforment en machine à gagner. Aurélien, nous avons un contrat. Au diable le contrat. » Il se pencha vers elle et elle sentit son souffle sur ses lèvres. « Dites-moi que vous ne ressentez rien. Dites-moi que ces derniers jours n'ont été qu'une comédie pour vous aussi. » Margot ferma les yeux, luttant contre la vague d'émotions qu'il submergeait. Comment pouvait-elle nier l'évidence? Ces derniers jours, elle avait découvert un homme différent, vulnérable et généreux,
qui l'attiraient bien au-delà du simple respect professionnel. « Je ne peux pas, » murmura-t-elle. « Vous ne pouvez pas quoi? Je ne peux pas dire que je ne ressens rien, parce que ce serait un mensonge. » Le premier baiser arriva naturellement, comme une évidence trop longtemps refoulée. D'où d'abord, presque timide puis plus passionné quand ils réalisèrent que ce qu'ils vivaient était réciproque. Margot sentit ses défenses s'écrouler une à une sous la tendresse d'Aurélien, sous cette façon qu'il avait de l'embrasser comme si elle était précieuse. Quand ils se séparèrent, le souffle court, quelque chose avait irrémédiablement changé entre eux. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Margot. « Je ne sais pas, mais on ne peut plus faire comme si rien ne s'était passé. » Ils remontèrent dans leurs chambres respectives, mais le sommeil les fuit jusqu'à l'aube. Trop de questions, trop d'émotions nouvelles, trop d'implications à ce qui venait de se passer. Le lendemain matin, tout le monde remarqua le changement. Pas dans leurs gestes, ils restaient discrets devant la famille, mais dans leurs regards, dans cette tension nouvelle qui crépitait entre eux. « Il s'est passé quelque chose ?» demanda Sylvie à sa fille, avec cette intuition maternelle qui ne se trompe jamais. « Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Votre façon de vous regarder, ton mari et toi, comme si vous vous découvriez vraiment pour la première fois. » Margot ne répondit pas, mais le rouge qui monta à ses joues confirma les soupçons de sa mère. Le retour à Paris fut inévitable. Pierre Delacroix allait mieux. La famille avait retrouvé son équilibre, et les affaires d'Aurélien ne pouvaient attendre davantage. Mais le voyage du retour dans la Mercedes qui filait vers la capitale fut tout différent de celui de l'aller. Cette fois, c'était Margot qui conduisait, Aurélien ayant insisté pour qu'elle prenne le volant. « Vous connaissez mieux cette route que moi », avait-il dit, mais ils savaient tous les deux que c'était un prétexte pour pouvoir la regarder librement. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda Margot en dépassant Lyon. « Je ne sais pas. Nous improvisons désormais. Et la fusion? Le contrat? Vos investisseurs américains? Ils peuvent attendre, car il y a des choses plus importantes. Comme quoi? Comme savoir si ce que nous vivons est réel ou si c'est l'émotion de ces derniers jours qui nous égare. Comment le savoir? En prenant le temps, en arrêtant de jouer des rôles et en apprenant à nous connaître vraiment. » De retour avenue Foch, l'appartement leur sembla froid et impersonnel après la chaleur du domaine familial. Ils dînèrent ensemble pour la première fois depuis des semaines, non par obligation sociale mais par envie de prolonger cette intimité nouvelle. « J'ai quelque chose à vous dire », annonça Aurélien en servant le vin. « J'ai demandé à mes avocats de modifier notre contrat de mariage. » Margot sentit son sang se glacer. « Vous voulez annuler? Non, je veux supprimer la clause temporelle et le côté financier de notre arrangement. Je ne comprends pas. Je veux que vous restiez parce que vous en avez envie, pas parce qu'un contrat vous y oblige. Et je veux que si vous partez, ce soit pour les bonnes raisons, pas pour l'argent. » Cette proposition bouleversa Margot. « Mais vos investisseurs, la fusion, si ça doit capoter parce que nous changeons les termes de notre mariage, alors c'est que cette fusion ne valait pas la peine. Vous risquez de perdre des millions. » Et alors? Il la regarda intensément. Qu'est-ce que l'argent comparé à la possibilité d'être heureux? Cette nuit-là, ils dormirent chacun dans sa chambre. Mais les portes restèrent ouvertes, symbole de cette transparence nouvelle qu'ils voulaient installer entre eux. Le lendemain, Margot reprit ses cours à la Sorbonne, avec un enthousiasme renouvelé. Elle avait l'impression de voir le monde différemment, comme si l'expérience vécue dans l'Hérault avait élargi sa vision des possibles. Mais les rumeurs, elles, n'avaient pas attendu leur retour. Viviane de Courson avait profité de leur absence pour distiller ses venins dans tout Paris. Vous avez vu? Ils ont disparu ensemble pendant 10 jours. Une urgence familiale, paraît-il. Comme c'est pratique quand on veut éviter les questions gênantes sur la réalité de leur mariage. Ces insinuations perfides commençaient à faire leur chemin dans les cercles parisiens, et plusieurs journalistes s'intéressaient de près à l'histoire du couple Montclair. Trop parfaite pour être vraie, disaient certains. Trop rapide, trop pratique. L'orage qui se préparait allait bientôt éclater et mettre à l'épreuve leurs sentiments naissants. Mais pour l'instant, dans l'intimité de leur appartement avenue Foch, Margot et Aurélien savouraient cette découverte mutuelle, cette évolution de leur relation d'un contrat commercial vers quelque chose qui ressemblait de plus en plus à de l'amour véritable. Le changement le plus visible était dans leur rituel quotidien. Ils prenaient maintenant leur petit déjeuner ensemble, partageaient leurs projets de la journée,
se racontaient leurs expériences. Aurélien s'intéressait vraiment aux études de Margot, et elle découvrait les défis complexes du monde des affaires qu'il gérait avec une intelligence qui force le respect. Un soir, alors qu'ils travaillaient tous les deux dans le salon, lui sur ses dossiers de fusion, elle sur un projet pédagogique pour la fondation. Margot leva les yeux de ses notes et le contempla, concentrée sur ses calculs. « À quoi pensez-vous » demanda-t-il en sentant son regard. « À nous, à la façon dont tout a changé. »« Vous regrettez ?»« Non, mais j'ai peur. »« De quoi ?»« Que tout ça ne soit qu'un mirage. Que nous confondions gratitude et amour, complicité de circonstances et sentiments véritables. » Aurélien posa ses dossiers et vint s'asseoir près d'elle sur le canapé. « Vous voulez que je vous dise ce que je ressens vraiment ?» Elle acquiesça, le cœur battant. « Quand je me réveille le matin, ma première pensée, c'est vous. Pas mes rendez-vous, pas mes dossiers, vous. Quand je rentre le soir, c'est votre voix que j'ai envie d'entendre, votre visage que j'ai envie de voir. Et quand je vous regarde comme maintenant, j'ai envie de vous embrasser, de vous serrer contre moi, de vous protéger du monde entier. » Ces mots simples et sincères touchèrent Margot au cœur. « Et moi aussi, murmura-t-elle. Moi aussi, j'ai envie de tout ça. » Cette fois, quand il l'embrassa, ce fut avec la certitude qu'ils franchissaient ensemble un point de non-retour. Le scandale éclata un mardi matin de février, avec la violence soudaine des orages d'été. Margot découvrit l'article en ouvrant Libération dans le métro qui l'emmenait à la Sorbonne. Le titre s'étalait en première page, « Le mariage de convenance qui fait scandale ». Qu'enquête sur l'union suspecte de l'homme d'affaires Aurélien Moncler. Ses mains se mirent à trembler en lisant les premières lignes. Le journaliste, alimenté par des sources anonymes mais précises, révélait dans le détail les circonstances de leur rencontre chez Maître Dubois. Les négociations contractuelles, les arrangements financiers pour la famille Delacroix. Tout y était. Le montant de la compensation, les bourses d'études des frères, l'effacement des dettes familiales. Même des détails que seul un cercle très restreint pouvait connaître. D'après nos informations, ce mariage arrangé aurait été organisé pour satisfaire les exigences morales des investisseurs américains, d'une fusion à plusieurs milliards d'euros. La jeune femme, issue d'un milieu modeste, aurait accepté de jouer le rôle de l'épouse parfaite contre un dédommagement substantiel. Une mascarade qui interroge sur l'éthique des milieux d'affaires français et le prix que certains sont prêts à payer pour leurs ambitions. L'article était accompagné de photos, leur mariage civil, le gala au Shangri-La, des clichés de Margot entrant et sortant de la Sorbonne. Mais le plus terrible était l'encadré consacré à sa famille, avec des détails sur les difficultés financières du domaine viticole, présentés comme les motivations sordides de son acceptation. Margot descendit du métro en état de choc, incapable de se rendre en cours. Elle rappela Aurélien, mais tomba sur son répondeur. Son assistant lui apprit qu'il était en réunion avec les investisseurs américains depuis 8 heures du matin. Une réunion d'urgence convoquée dans la nuit après la parution de l'article. Elle rentra avenue Foch, découvrant plusieurs journalistes qui campaient devant l'immeuble. Ils se précipitèrent vers elle dès qu'ils la reconnurent, la mitraillant de questions auxquelles elle ne pouvait répondre. « Madame Moncler, confirmez-vous avoir été payée pour épouser votre mari? Est-il vrai que votre mariage n'était qu'un arrangement d'affaires? Allez-vous divorcer maintenant que la vérité éclate ?» Elle parvint à s'engouffrer dans l'ascenseur sans répondre, mais les questions résonnaient dans sa tête, comme autant d'accusations. Dans l'appartement vide, elle s'effondra sur le canapé du salon, réalisant l'ampleur du désastre. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Sa mère, affolée, qui avait vu l'article sur Internet. Ses frères, humiliés d'apprendre que leur bourse d'études était présentée comme un pot de vin. Des journalistes qui voulaient sa version des faits. Des amis de la Sorbonne qui découvraient sa double vie. Vers midi, Aurélien rentra enfin. Son visage était fermé, ses traits tirés par des heures de négociations difficiles. Il trouva Margot dans leur salon, entourée de journaux qui reprenaient tous l'histoire, chacun avec son angle particulier. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle sans lever les yeux. « Mal, très mal. » Il s'assit face à elle, passant une main lasse dans ses cheveux. « Les Américains sont furieux. Ils estiment avoir été trompés, manipulés. Pour eux, un mariage de convenance, c'est exactement le contraire de la stabilité personnelle qu'ils exigeaient. Et la fusion, test suspendue, peut être annulée définitivement. Il marqua une pause, observant son visage défait.
Ils me donnent 48 heures pour leur prouver que notre mariage est devenu authentique, ou ils rompent toutes les négociations. Comment peut-on prouver l'authenticité de sentiments? Je ne sais pas. C'est bien le problème. Margot referma brutalement le journal qu'elle feuilletait. Qui a pu faire ça? Qui avait accès à tous ces détails? Il y a plusieurs possibilités. Quelqu'un du cabinet de Maître Dubois, mais j'en doute. Un de mes collaborateurs, mais ils ont tous signé des clauses de confidentialité draconiennes. Il réfléchit un instant. Ou quelqu'un qui nous a fait surveiller, enquêter. Viviane de Courson. C'est possible. Elle a les moyens d'engager des détectives privés, des journalistes d'investigation. Et elle n'a jamais digéré votre façon de la remettre à sa place au Shangri-La. L'après-midi fut un enfer. Les chaînes d'information continuent reprenèrent l'histoire, invitant des spécialistes pour commenter l'affaire Moncler. Certains y voyaient un symptôme de la corruption des élites françaises. D'autres, une histoire d'amour moderne qui avait mal tourné. Tous réclamaient des explications que ni Margot ni Aurélien n'étaient prêts à donner. Vers 16 heures, Maître Dubois appela personnellement. « Mes chers amis, je suis navré de ce qui vous arrive. Quelqu'un a violé le secret professionnel de façon éhontée. J'ai lancé une enquête interne pour identifier la source. Trop tard, répondit amèrement Aurélien. Le mal est fait. Peut-être pas. J'ai reçu des appels de plusieurs médias qui souhaitent publier votre version des faits. Si vous acceptez de témoigner, de raconter comment votre relation a évolué, nous étaler dans la presse, justifier nos sentiments devant les caméras? Margot secoua la tête. Jamais. Ma chère, je comprends vos réticences, mais parfois il faut se battre avec les armes de l'adversaire. Non, notre vie privée ne regarde personne. Le soir même, Camille, la meilleure amie de Margot, débarqua avenue Foch avec des provisions et une détermination à toute épreuve. « Tu ne vas pas te laisser abattre par ces vautours », déclara-t-elle en préparant le dîner que ni Margot ni Aurélien n'avaient eu le courage de faire. « Tu as lu les articles, Camille. Ils ont tout révélé. Comment je peux me montrer à la fac maintenant? Comment je peux regarder mes professeurs en face en sachant qu'ils pensent que j'ai acheté ma place ici avec l'argent de mon mari? Tu leur prouves que tu vaux mieux que ça. Tu continues tes études, tu excelles dans tes projets, tu montres que tu n'es pas la petite provinciale vénale qu'ils décrivent. » Aurélien, qui écoutait depuis le seuil de la cuisine, intervint. « Camille a raison. Nous ne devons pas leur donner la satisfaction de nous voir plier. Facile à dire, quand on n'a pas sa famille traînée dans la boue, » répliqua Margot avec une amertume qu'elle ne lui connaissait pas. « Vous croyez que c'est facile pour moi? Que voir ma réputation détruite, mes affaires compromises, c'est un plaisir? C'est différent. Vous avez choisi ce monde, ces risques. Moi, j'ai juste essayé de sauver ma famille. Et vous me reprochez de vous avoir donné cette possibilité? » La dispute qui couvait depuis le matin explosa soudain. Tous les non-dits, toutes les frustrations accumulées depuis des mois sortirent d'un coup. « Je vous reproche de m'avoir mise dans cette situation, » cria Margot. « De m'avoir fait croire que c'était simple, que personne ne saurait jamais. Vous étiez d'accord. Vous avez négocié vos conditions. Vous avez signé en connaissance de cause, parce que je n'avais pas le choix. Vous pensez que c'était facile de vendre 6 mois de ma vie, de mentir à mes parents, de vivre avec un étranger? Un étranger? » Aurélien encaissa le coup, visiblement blessé. « C'est ce que je suis resté pour vous? Après tout ce qui s'est passé, après ce que nous avons partagé? » Margot réalisa qu'elle était allée trop loin, mais la colère l'emportait sur la raison. « Je ne sais plus ce que vous êtes. Au début, vous étiez un contrat. Maintenant, vous dites que vous m'aimez, mais à la première crise, vous me reprochez d'avoir accepté votre proposition. Je ne vous reproche rien. Je vous demande de nous battre ensemble, au lieu de m'accuser de tous les maux. Ensemble. » Margot rit amèrement. « Nous ne sommes même pas capables de gérer cette crise sans nous disputer. » Camille, témoin malgré elle de cet échange douloureux, intervint doucement. « Arrêtez. Tous les deux. Vous êtes en train de détruire ce que vous avez construit. » Un silence pesant s'installa dans la cuisine. Margot et Aurélien se faisaient face, le souffle court, réalisant qu'ils venaient de se dire des choses difficiles à oublier. « Je vais dormir dans ma chambre ce soir, » finit par dire Margot. « J'ai besoin de réfléchir. » Margot. Aurélien tendit la main vers elle, mais elle recula. « Non, pas maintenant. J'ai besoin de comprendre où nous en sommes vraiment. » Cette nuit-là, de part et d'autre de la cloison qui séparait leurs chambres, ni l'un ni l'autre ne dormit. Margot fixait le plafond en repensant à leurs mots durs,
se demandant si leur relation naissante était assez solide pour survivre à cette épreuve. Aurélien, dans son lit, réalisait qu'il était en train de perdre la femme qu'il aimait à cause d'un système qu'il avait lui-même créé. Le lendemain matin, l'atmosphère était glaciale. Ils prirent leur petit déjeuner en silence, évitant soigneusement de se regarder. Margot partit pour la Sorbonne plus tôt que d'habitude, et Aurélien s'enferma dans son bureau pour tenter de sauver ce qui pouvait l'être de ses affaires. À l'université, Margot découvrit que l'histoire avait fait le tour de tous les amphithéâtres. Certains étudiants la regardaient avec curiosité, d'autres avec mépris. Dans le couloir, elle entendit des murmures « C'est elle, la fille qui s'est vendue à un riche. » Apparemment, elle touchait plus en un mois que nous en 10 ans. Son professeur de pédagogie sociale, Monsieur le maire, homme intègre et respecté, lui demanda de rester après le cours. « Margot, je suis navré de ce qui vous arrive, mais j'ai besoin de vous poser une question directe. Votre inscription ici, vos frais de scolarité, ils sont payés comment ?» La question était légitime, mais elle fit l'effet d'un coup de poignard à Margot. « Par mon mari, monsieur. Comme beaucoup d'étudiantes mariées. Ce n'est pas ce que je veux dire, et vous le savez. Y a-t-il un lien entre votre mariage et votre présence ici ?» Margot hésita. Elle pouvait mentir, nier, mais ce serait trahir l'intégrité que ce professeur lui avait enseignée. « Mon mariage m'a donné les moyens financiers de poursuivre mes études. Oui, mais mes notes, mes projets, mon travail, c'est moi. Entièrement moi. Je vous crois. Mais vous comprenez que cette situation crée un malaise. Certains de vos camarades estiment que vous avez un avantage déloyal. Un avantage déloyal ? Margot sentit la colère monter à nouveau. « Monsieur le maire, savez-vous ce que c'est que de grandir dans une famille qui compte chaque euro? De voir ses parents se tuer au travail sans jamais s'en sortir? De devoir choisir entre ses rêves et la survie des siens? Non, je ne sais pas. Alors ne me parlez pas d'avantage déloyal. J'ai peut-être épousé un homme riche, mais j'ai grandi pauvre. Et cette pauvreté, elle m'a appris des choses qu'aucun livre ne peut enseigner. » Le professeur la regarda longuement. « Vous avez raison, excusez-moi. Continuez votre cursus, Margot, et prouvez-leur qu'ils se trompent sur vous. » L'après-midi, en rentrant avenue Foch, Margot trouva un message d'Aurélien sur la table de l'entrée. Il était parti en déplacement d'urgence à New York pour tenter de sauver la fusion. « Les Américains acceptent de me recevoir une dernière fois. Je ne sais pas quand je reviendrai. Nous parlerons à mon retour. Aurélien. » Cette absence soudaine fit l'effet d'un abandon à Margot. Au moment où elle avait le plus besoin de soutien, il partait pour ses affaires. Était-ce là la preuve que malgré ses déclarations d'amour, il faisait encore passer sa carrière avant elle? Seule dans l'appartement trop grand, elle eut tout loisir de mesurer l'ampleur du désastre. Les journaux continuaient à commenter l'affaire, les réseaux sociaux s'en donnaient à cœur joie. Et plusieurs émissions télévisées avaient programmé des débats sur le mariage de convenance au XXIe siècle. Viviane de Courson, interrogée par Paris Match, distillait son venin avec l'élégance de qui sait manier le stylet. « Cette jeune femme me fait de la peine, vraiment. Manipulée par un homme sans scrupules, qui l'a utilisée pour ses affaires. J'espère qu'elle saura s'en sortir. » Le 3e jour de l'absence d'Aurélien, Margot reçut un appel inattendu. Sa mère, d'une voix tremblante, lui annonça que des journalistes avaient débarqué au domaine, harcelant toute la famille pour obtenir des témoignages sur les vraies motivations du mariage de leur fille. « Ils sont allés jusqu'à proposer de l'argent à tes frères pour qu'ils parlent, » sanglota Sylvie Delacroix. « Julien a failli se battre avec l'un d'eux qui insinuait que nous t'avions vendu. Maman, je suis désolée. Je ne voulais pas que vous soyez mêlée à ça. Ma chérie, nous ne te reprochons rien. Mais ton père, cette histoire le rend malade. Il se sent responsable. Il dit que s'il avait été un meilleur chef d'entreprise, tu n'aurais jamais eu besoin de faire ça. » Cette culpabilité de son père acheva de briser le cœur de Margot. Tout ce qu'elle avait voulu éviter, l'humiliation de sa famille, leur sentiment d'échec était en train d'arriver. Et Aurélien n'était pas là pour l'aider à gérer cette crise. Ce soir-là, elle prit une décision qui lui coûta mais qui lui sembla inévitable. Elle appela Maître Dubois pour lui demander d'entamer une procédure de divorce. Puisque Aurélien avait supprimé les clauses financières de leur contrat, elle pourrait partir sans compensation, la tête haute. « Ma chère enfant, réfléchissez bien. L'émotion est mauvaise conseillère. Ce n'est pas de l'émotion, maître. C'est de la lucidité. Cette histoire nous détruit tous les deux. Il vaut mieux en finir avant que les dégâts soient irréparables. Et votre mari, il est d'accord ?
Il est à New York pour sauver ses affaires. Cela me donne ma réponse. Le 4e jour, Margot emballa ses affaires personnelles. Elle avait trouvé un petit studio près de la Sorbonne, meublé et modeste, mais qui lui appartenait vraiment. En pliant ses vêtements, elle tombait sur des souvenirs de ses derniers mois. La robe du gala au Shangri-La, les photos de leur séjour dans l'Hérault, le pull de Julien qu'Aurélien avait oublié de rendre. Chaque objet ravivait des émotions contradictoires. La colère contre cet homme qui l'avait mise dans cette situation. La tristesse de perdre celui qu'elle avait commencé à aimer. La peur de l'avenir qui s'annonçait difficile. C'est à ce moment qu'Aurélien rentra. Il la trouva dans leur chambre, sa valise ouverte sur le lit, en train de vider ses tiroirs. L'image le frappa comme un coup de poing dans l'estomac. « Que faites-vous » demanda-t-il d'une voix blanche. « Je pars. » Elle ne leva pas les yeux de ses affaires. « J'ai demandé le divorce à Maître Dubois. Les papiers seront prêts dans quelques jours. Pourquoi ? Parce que nous nous mentons. À nous-mêmes et aux autres. » Elle referma brutalement un tiroir vide. « Cette histoire prouve que nous ne sommes pas un vrai couple. Un vrai couple affronte les crises ensemble. Nous, à la première difficulté, vous partez pour vos affaires. Et moi, je fuis. Je ne suis pas parti pour mes affaires. Je suis parti pour nous. Pour essayer de sauver ce qui pouvait l'être. Et ça a marché ?» Elle le regarda enfin, lisant la réponse sur son visage. Je m'en doutais. Les Américains ont rompu. Mais ce n'est pas grave. Pas grave ? Margot éclata d'un rire sans joie. Vous venez de perdre des millions à cause de moi, et ce n'est pas grave. Non, ce n'est pas grave. Parce que j'ai compris quelque chose à New York. Il s'approcha d'elle, mais elle recula. J'ai compris que sans vous, réussir ne signifie plus rien. Que l'argent, le pouvoir, la reconnaissance, tout ça n'est que du vent si je ne peux pas le partager avec vous. C'est facile à dire maintenant que vous avez tout perdu. Je n'ai pas tout perdu. Pas encore. Il tendit la main vers elle. Margot, restez. Nous recommencerons à zéro s'il le faut. Sans contrat, sans pression, sans enjeu financier. Juste nous deux. Nous deux ? Elle secoua la tête. Mais nous deux, qui sommes-nous vraiment ? Nous nous connaissons depuis 6 mois. Nous avons vécu une mascarade pendant la moitié de ce temps, et maintenant nous découvrons que nous ne savons même pas gérer une crise ensemble. Nous apprendrons. Non, Aurélien, il est trop tard. Elle ferma sa valise d'un geste définitif. Cette histoire nous a fait du mal à tous les deux, à nos familles, à nos réputations, à notre capacité à faire confiance. Il faut qu'elle s'arrête. Et si je vous dis que je vous aime ? Ces mots, qu'elle avait tant espéré entendre, arrivaient trop tard. Et si je vous dis que moi aussi je vous aime ? Cela ne change rien. L'amour ne suffit pas quand les fondations sont pourries. Elle passa devant lui, tirant sa valise, et il ne fit rien pour l'arrêter. Dans l'entrée, elle se retourna une dernière fois. « Au revoir, Aurélien. Prenez soin de vous. » La porte se referma derrière elle avec un bruit sourd qui résonna dans l'appartement vide comme un glas. Aurélien resta longtemps immobile dans l'entrée, regardant la porte par laquelle venait de sortir la femme qu'il aimait. Pour la première fois depuis la mort de son père, il pleura. Des larmes de rage, de désespoir, de regret. Dehors, Margot montait dans le taxi qui l'emmenait vers sa nouvelle vie. Elle aussi pleurait, mais elle était déterminée à ne pas regarder en arrière. Trop de mal avait été fait. Trop de mensonges avaient été dits. Trop d'illusions avaient été brisées. Leur histoire d'amour, née d'un contrat de convenance, venait de se terminer dans un divorce qui n'en était pas un. Car comment divorcer de quelqu'un qu'on n'avait jamais vraiment épousé ? Dans les jours qui suivirent, les médias se délectèrent de cette séparation qu'ils présentèrent comme l'épilogue logique d'une imposture. Viviane de Courson ne cacha pas sa satisfaction dans une interview au Figaro. Cette histoire se termine comme elle devait se terminer. Quand on bâtit sur du sable, on ne peut qu'être emporté par la première vague. Mais ni elle ni les autres ne savaient que dans l'ombre, quelqu'un préparait une dernière carte à jouer. Quelqu'un qui refusait d'accepter cette fin et qui était prêt à tout pour reconquérir celle qu'il avait perdue par orgueil et maladresse. Car Aurélien Moncler n'était pas homme à accepter la défaite quand l'enjeu était son bonheur. 3 mois s'écoulèrent dans un silence assourdissant. 3 mois durant lesquels Paris sembla retenir son souffle, attendant le prochain épisode d'une histoire qui avait captivé et divisé la société française. Mais contrairement aux attentes des médias friands de rebondissements, ni Margot ni Aurélien ne donna de nouvelles déclarations, ne fit d'apparition publique, ne nourrit la machine à rumeurs qui s'était emparée de leur vie. Margot s'était murée dans une existence spartiate dans son studio du 5e arrondissement. 40 mètres carrés sous les toits,
Une vue sur les cheminées parisiennes, un lit qui servait aussi de canapé, une kitchenette où elle préparait des repas frugaux. Ce dépouillement volontaire contrastait violemment avec le luxe de l'avenue Foch, mais il lui apportait quelque chose qu'elle n'avait jamais eu là-bas. La certitude que chaque objet, chaque choix lui appartenait vraiment. Ses journées s'organisaient autour de ses études avec une discipline monacale. Lever à 6 heures, course dans le jardin des plantes, petit déjeuner face aux notes de cours étalées sur sa table minuscule, métro pour la Sorbonne, bibliothèque jusqu'à la fermeture, retour dans son antre pour travailler encore jusqu'à épuisement. Cette routine implacable lui évitait de penser, de se souvenir, de regretter. Ses professeurs avaient remarqué le changement. Margot Delacroix, qui était déjà une étudiante brillante, était devenue une force de la nature académique. Ses mémoires étaient d'une profondeur saisissante. Ses interventions en cours d'une acuité remarquable, ses projets pour la Fondation, qu'elle continuait à diriger à distance, d'une innovation qui impressionnait même les spécialistes les plus aguerris. Elle carbure à la douleur, avait confié le professeur Lemaire à sa collègue de sociologie, comme si elle transformait sa souffrance personnelle en excellence intellectuelle. Car la souffrance était là, tapie derrière cette façade de contrôle parfait. Margot se réveillait certaines nuits en sursaut, le cœur battant, cherchant machinalement la présence d'Aurélien à côté d'elle. Elle surprenait son reflet dans les vitrines des magasins et se demandait s'il pensait encore à elle. Elle évitait soigneusement les kiosques à journaux et les écrans de télévision dans les cafés, terrifiée à l'idée de tomber sur son visage ou sur son nom. Aurélien, de son côté, avait choisi une stratégie diamétralement opposée. Après une semaine d'isolement complet dans son bureau, où il avait bu plus de whisky qu'il n'en avait bu dans toute sa vie, il avait émergé transformé. Pas brisé comme ses associés s'y attendaient, mais galvanisé par une détermination nouvelle. « Je veux tout savoir sur Viviane de Courson », avait-il déclaré à son directeur de la sécurité, ancien commissaire reconverti dans le privé. Tout. Ses finances, ses relations, ses secrets, ses faiblesses. Quelqu'un a orchestré cette campagne de destruction et je veux des preuves. L'enquête avait duré 6 semaines et révélé un réseau de corruption et de chantage qui dépassait tout ce qu'Aurélien avait imaginé. Viviane de Courson était au centre d'un système de manipulation médiatique qui lui permettait de faire et de défaire les réputations selon ses intérêts. Journaliste corrompu, photographes indiscrets, détective privé sans scrupules, elle avait constitué au fil des années une véritable armée de l'ombre. Mais surtout, l'enquête avait révélé ses motivations réelles. Viviane de Courson avait été la maîtresse d'Aurélien, 10 ans plus tôt avant son mariage avec Céline, une liaison qu'elle avait vécue comme une promesse d'avenir et que la rupture brutale d'Aurélien avait transformée en obsession vengeresse. Détruire son mariage avec Margot n'était que l'aboutissement d'une décennie de ressentiment. Elle ne s'attendait pas à ce que vous tombiez vraiment amoureux, avait expliqué le détective. Pour elle, c'était juste un arrangement d'affaires qu'elle pouvait torpiller sans conséquences émotionnelles. Quand elle a réalisé que vos sentiments étaient sincères, il était trop tard pour faire marche arrière. Aurélien avait enfermé le dossier dans son coffre-fort, sans l'utiliser. Exposer Viviane de Courson ne lui rendrait pas Margot. Et il refusait de devenir comme elle, de manipuler la vérité pour servir ses intérêts personnels. À la place, il avait choisi une voie plus difficile, mais plus noble, prouver par ses actes que son amour pour Margot était authentique. Il avait commencé par démanteler méthodiquement tout ce qui dans sa vie relevait de l'apparence et du paraître. Sa collection d'art contemporain, acquise plus pour impressionner que par passion réelle, avait été vendue aux enchères. Le produit de la vente, 12 millions d'euros, avait été intégralement versé à la fondation que dirigeait Margot. Ses voitures de luxe avaient disparu, remplacées par une Toyota hybride qu'il conduisait lui-même. Ses costumes sur mesure avaient cédé la place à des vêtements plus simples, mais de qualité. Il avait renoncé aux restaurants étoilés pour découvrir les bistrots de quartier où l'on mangeait de vraies assiettes préparées avec amour, plutôt qu'avec prétention. Cette transformation n'était pas un calcul ou une stratégie de reconquête. C'était une révolution personnelle, la découverte tardive de ce qui comptait vraiment. Margot lui avait appris à distinguer l'avoir de l'être, et même séparer. Elle continuait à l'éduquer. Ses collaborateurs observaient avec stupéfaction cette métamorphose. L'homme qui terrorisait les salles de conseil par sa froideur calculatrice était devenu quelqu'un d'accessible,
d'humain. Il prenait le temps d'écouter ses équipes, s'intéressait à leurs projets personnels, créait une atmosphère de travail plus collaborative. Il a perdu sa femme mais trouvé son âme. Plaisantait son assistant, qui ne croyait pas si bien dire. La première tentative de contact eut lieu en avril. Aurélien avait appris par un ami commun que Margot présentait son mémoire de recherche devant un jury prestigieux. Il s'était glissé dans l'amphithéâtre Richelieu de la Sorbonne, au fond de la salle, pour l'écouter exposer son travail sur l'innovation pédagogique comme facteur de réduction des inégalités scolaires. La voir debout face au professeur, défendant avec passion ses théories et ses expérimentations, lui avait coupé le souffle. Elle était encore plus belle que dans ses souvenirs, mais d'une beauté différente, plus affirmée, plus mature. La jeune femme quelque peu intimidée qu'il avait épousée avait laissé place à une intellectuelle accomplie qui maîtrisait parfaitement son sujet. Quand elle avait obtenu la mention « Très bien avec les félicitations du jury », il avait failli applaudir avec les autres, se rattraper in extremis en réalisant qu'il était là en intrus. À la sortie, il l'avait suivie à distance, luttant contre l'envie de l'aborder, de la féliciter, de lui dire combien il était fier d'elle. Mais Margot l'avait aperçue dans le reflet d'une vitrine. Elle s'était arrêtée nette, le cœur battant, puis avait accéléré le pas sans se retourner. Ce soir-là, dans son studio, elle avait pleuré pour la première fois depuis leur séparation. Des larmes de joie pour sa réussite académique, de tristesse pour cette présence qu'elle avait sentie et qui lui avait tant manqué. Aurélien avait compris le message. Il fallait être plus subtil, plus patient. Alors il avait changé de stratégie. Au lieu de la poursuivre, il avait décidé de l'accompagner à distance, de veiller sur elle sans qu'elle s'en aperçoive. Quand l'administration de la Sorbonne avait menacé de supprimer le programme de bourse sociale par manque de financement, une donation anonyme de 5 millions d'euros était arrivée, assortie d'une seule condition, que Margot Delacroix soit nommée coordinatrice pédagogique du programme. Elle avait d'abord refusé, soupçonnant l'origine du don, mais l'université avait insisté. Le donateur avait été formel. Si elle refusait, l'argent irait ailleurs. Quand le petit épicier bio près de son studio avait eu des difficultés financières et risquait la fermeture, un investisseur providentiel s'était manifesté pour reprendre le commerce, en gardant le même personnel et les mêmes prix accessibles. Le vieil homme avait confié à Margot qu'il ne comprenait pas pourquoi ce businessman s'intéressait à sa petite affaire, mais qu'il semblait connaître par cœur les habitudes de sa clientèle. Quand sa mère avait appelé pour lui annoncer que le domaine familial avait reçu une commande importante d'un grand restaurant parisien, « Le Bristol, ma chérie, tu te rends compte ?» Margot avait immédiatement su que ce n'était pas un hasard. Ses soupçons s'étaient confirmés quand Julien lui avait raconté que le sommelier du palace était venu personnellement sélectionner les vins et qu'il semblait remarquablement bien informé sur l'histoire de la famille Delacroix. Ses attentions discrètes mais constantes troublait Margot plus qu'elle ne voulait l'admettre. Aurélien respectait sa décision de ne plus le voir, mais il trouvait 1000 façons de lui prouver qu'il pensait à elle. C'était exaspérant et touchant à la fois. « Il faut que tu lui parles », lui conseillait Camille lors de leurs déjeuners hebdomadaires. « Cette situation ne peut pas durer éternellement. Qu'est-ce que je peux lui dire ? Merci de payer ma vie à distance. Arrête de m'aimer en secret. Tu peux lui dire ce que tu ressens vraiment. Parce que contrairement à ce que tu prétends, tu n'es pas indifférente à tout ça. Camille avait raison et Margot le savait. Ces signes d'attention la bouleversaient parce qu'ils révélaient un Aurélien qu'elle n'avait jamais connu, généreux sans calcul, protecteur sans possessivité, aimant sans condition. L'homme qu'elle avait entrevu dans l'Hérault, au chevet de son père, mais dont elle avait douté de l'authenticité. Le tournant eut lieu en mai, lors du gala annuel de la Fondation. Margot ne pouvait pas éviter cette soirée. En tant que coordinatrice, elle devait présenter le bilan de l'année et les projets futurs. Elle savait qu'Aurélien serait présent. C'était officiellement toujours son époux et le principal mécène de la Fondation, mais elle s'était préparée psychologiquement à cette confrontation. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est l'émotion qui l'avait submergée en le voyant. 3 mois de séparation avaient changé Aurélien. Il semblait plus apaisé, plus authentique dans sa simplicité nouvelle. Son regard, quand il se posa sur elle, était chargé d'une tendresse qui la déstabilisa. Ils se parlèrent pour la première fois depuis leur séparation, échange poli et distant devant les invités. Mais quand Margot présenta les résultats de la Fondation, 50 enfants accompagnés vers l'excellence,
12 projets innovants mis en place, 3 écoles transformées. Elle vit dans les yeux d'Aurélien une fierté qui ne trompait pas. « Félicitations », lui dit-il simplement à la fin de la soirée. « Vous avez accompli quelque chose d'extraordinaire. »« Nous », corrigea-t-elle malgré elle. « Nous avons accompli quelque chose d'extraordinaire. » Ce « nous » involontaire créa entre eux un moment de flottement, un pont jeté par-dessus les mois de silence. Mais Margot se ressaisit rapidement. « Il faut que je parte », dit-elle en évitant son regard. « Margot. » Il posa sa main sur son bras, geste léger, mais qui la brûla. « Accepteriez-vous qu'on prenne un café ?»« Juste pour parler. Il y a des choses que j'aimerais vous dire. » Elle faillit accepter. Le désir de l'écouter, de comprendre ce qu'il était devenu, était presque irrésistible. Mais la peur de souffrir à nouveau fut plus forte. « Non, c'est trop compliqué. »« Compliqué, pourquoi ?»« Parce que... » Elle chercha ses mots, luttant contre l'émotion qui montait. « Parce que je vous aime encore. Et que c'est justement pour ça que je ne peux pas vous voir. » Cette confession inattendue les laissa tous deux sans voix. Margot réalisa qu'elle venait de révéler ce qu'elle s'efforçait de nier depuis des mois, et Aurélien encaissa cette déclaration comme le plus beau et le plus cruel des cadeaux. « Si vous m'aimez encore, pourquoi refuser qu'on essaie de nouveau ?»« Parce que l'amour ne suffit pas. » Elle recula, mettant de la distance entre eux. « Nous l'avons prouvé. L'amour sans confiance, sans base solide, ça ne marche pas. Et si je vous disais que j'ai changé, que j'ai compris mes erreurs, je vous dirais que les gens ne changent pas vraiment. Ils s'adaptent, ils compensent, mais au fond, ils restent les mêmes. Alors vous ne me donnerez jamais de seconde chance. » Margot le regarda longuement. Ce visage qu'elle connaissait par cœur, ces yeux qui la hantaient dans ses insomnies. « Je ne sais pas, Aurélien. Honnêtement, je ne sais pas. » Elle partit sans se retourner, le laissant seul dans le hall de l'hôtel où se déroulait le gala. Mais pour la première fois depuis des mois, une fissure s'était ouverte dans sa certitude. Une toute petite fissure, mais suffisante pour laisser passer un rayon d'espoir. Les semaines suivantes furent marquées par une escalade subtile. Aurélien multipliait les occasions de croiser Margot par hasard, à la bibliothèque de la Sorbonne, où il venait soi-disant consulter des ouvrages d'économie, au marché des enfants rouges, où il découvrait soudain les plaisirs de faire ses courses lui-même, dans le petit café près du studio de Margot, où il avait pris l'habitude de travailler sur son ordinateur portable. Ces rencontres fortuites agaçaient et troublaient Margot à la fois. Elle voyait bien qu'Aurélien s'arrangeait pour être sur son chemin, mais elle devait reconnaître qu'il respectait sa demande de distance. Jamais il ne l'abordait directement, se contentant d'un sourire poli, d'un signe de tête discret. Il était là sans s'imposer, présent sans être envahissant. « Il joue la montre », analysait Camille. « Il veut que tu t'habitues à nouveau à sa présence, que tu réalises que tu ne peux pas l'oublier. » C'est manipulateur. Non, c'est romantique. Il y a une différence. La manipulation aurait été de forcer les choses, de la harceler de messages, de faire du chantage affectif. Au contraire, Aurélien faisait preuve d'une patience et d'une délicatesse qui touchaient à Margot malgré ses résistances. Le déclic eut lieu début juin, de la façon la plus inattendue. Margot rentrait de la bibliothèque vers 22 heures, quand elle tomba sur un attroupement devant son immeuble. Les pompiers étaient sur place, ainsi qu'une ambulance. Un incendie s'était déclaré au 3e étage, et tous les habitants avaient été évacués. Mademoiselle Delacroix? Un pompier l'interpella. « Vous habitez au 5e? Je suis désolé, mais vous ne pourrez pas remonter cette nuit. Les dégâts des eaux du 3e ont inondé votre appartement. » Margot regarda son immeuble, réalisant qu'elle n'avait nulle part où aller. Pas de famille à Paris, des amis qui habitaient loin et qu'elle ne voulait pas déranger à cette heure tardive. Elle s'apprêtait à chercher un hôtel quand une voix familière s'éleva derrière elle. « Margot, que se passe-t-il » Aurélien était là, sortant de sa voiture qu'il venait de garer. Il avait dû voir les gyrophares depuis l'avenue et s'était inquiété. « Il y a eu un incendie » expliqua-t-elle. « Mon appartement est inondé. Venez. » Il n'hésita pas une seconde. « Vous allez dormir à la maison. »« Non, je ne peux pas. Margot !» Sa voix était ferme mais douce. « Il est presque minuit, vous n'avez nulle part où aller. Et je ne vous laisserai pas chercher un hôtel dans cet état. Venez, juste pour cette nuit. » Elle était trop fatiguée pour argumenter, trop secouée par cet incident pour réfléchir aux implications. Elle monta dans la voiture d'Aurélien, respirant malgré elle ce parfum familier qui fit ressurgir tant de souvenirs. L'appartement de l'avenue Foch n'avait pas changé, mais l'atmosphère était différente.
plus chaleureuse, moins impersonnelle. Aurélien avait manifestement appris à y vivre vraiment, pas seulement à y dormir entre deux voyages d'affaires. « Votre ancienne chambre est toujours libre », dit-il en l'accompagnant. « J'ai gardé vos affaires, au cas où… » Il ne finit pas sa phrase, mais Margot comprit. Au cas où elle reviendrait. Au cas où il trouvait un moyen de réparer ce qui avait été cassé. Cette nuit-là, allongée dans le lit qu'elle avait partagé avec lui, en pensée sinon en acte, Margot ne put fermer l'œil. Être de nouveau dans cette maison, sentir sa présence de l'autre côté de la cloison, c'était comme retrouver une partie d'elle-même qu'elle croyait perdue. Le lendemain matin, Aurélien lui prépara le petit déjeuner qu'elle aimait. Café au lait dans un bol, tartines de confiture de figues, jus d'orange pressé. Ces détails qu'il avait retenus la touchèrent plus que tous les grands discours. « Vous vous souvenez de tout », constata-t-elle. « Je me souviens de chaque instant passé avec vous. » Il s'assit face à elle comme au premier temps de leur mariage. « Margot, puis-je vous demander quelque chose ?»« Quoi ? Donnez-moi une semaine. Une semaine pour vous prouver que nous pouvons être heureux ensemble. Si au bout de 7 jours vous voulez toujours partir, je ne vous importunerai plus jamais. » Aurélien. « Une semaine, Margot. Qu'est-ce que vous avez à perdre ?» Elle le regarda. Cet homme qu'elle avait aimé, qu'elle aimait encore, qui lui demandait une dernière chance avec tant d'humilité. Et pour la première fois depuis des mois, elle laissa son cœur parler plus fort que sa raison. « D'accord, murmura-t-elle. Une semaine. » La semaine commença comme une danse hésitante entre deux partenaires qui réapprennent les pas d'une chorégraphie oubliée. Aurélien était parti au bureau très tôt ce premier matin, laissant un mot sur la table de la cuisine. « Prenez votre temps. La maison est à vous autant qu'à moi. À ce soir. » Ah, Margot passa la journée à redécouvrir ces lieux qui avaient été siens pendant quelques mois. L'appartement avait changé. Elle s'en rendait compte maintenant qu'elle y prêtait attention. Les tableaux d'art contemporains froids et impersonnels avaient disparu, remplacés par quelques toiles plus chaleureuses, des paysages de Provence qui lui rappelèrent étrangement l'Hérault. Dans la bibliothèque, entre les ouvrages d'économie et de gestion, elle découvrit des romans qu'elle ne se souvenait pas avoir vus. Pagnol, Giono, Colette. Des livres sur l'éducation aussi, annotés de la main d'Aurélien. Le soir, il rentra plus tôt que d'habitude, vers 19 h, les bras chargés de sacs de course. « J'ai pensé qu'on pourrait dîner ici », dit-il avec cette timidité qu'elle ne lui connaissait pas avant. « J'ai acheté des produits du marché de la Bastille. Il paraît que vous aimez bien ce marché. » Comment savait-il qu'elle fréquentait ce marché? Margot préféra ne pas poser la question, mais cette attention aux détails de sa nouvelle vie la toucha malgré elle. Ils préparèrent le repas ensemble, et Margot découvrit qu'Aurélien avait appris à cuisiner. Pas de la grande cuisine, mais des plats simples et savoureux qu'il réalisait avec une concentration d'étudiants appliqués. « Qui vous a appris ?» demanda-t-elle en le regardant ciseler des échalotes avec une précision chirurgicale. « YouTube », avoua-t-il en rougissant légèrement. « Et Madame Rodriguez, ma voisine du dessous ? Elle est d'origine espagnole. Veuve, et elle a eu pitié de moi quand elle m'a vu survivre, avec des plats préparés. » Cette image d'Aurélien, prenant des cours de cuisine avec une grand-mère espagnole, était si incongrue que Margot ne put s'empêcher de sourire. « Et qu'est-ce qu'elle vous a appris d'autre ? » Que la nourriture, c'est de l'amour qu'on donne. Que quand on cuisine pour quelqu'un, on lui dit qu'il compte. Que les gestes de tous les jours sont plus importants que les grands discours. Il prononça ces mots en évitant son regard, concentré sur sa préparation, mais Margot perçut l'émotion qui perçait dans sa voix. Le dîner fut plus détendu qu'elle ne l'avait imaginé. Ils parlèrent de leur vie séparée de ces derniers mois, évitant soigneusement les sujets douloureux. Aurélien lui raconta sa transformation professionnelle. Comment il avait restructuré son entreprise pour la rendre plus humaine. Comment il avait renoncé à certains contrats juteux, mais moralement discutables. Comment il découvrait le plaisir de diriger une équipe motivée plutôt qu'une machine à profit. Margot lui parla de ses études, de ses projets pour la fondation, de cette passion grandissante pour la recherche en pédagogie sociale. Elle évita de mentionner les nuits blanches, la solitude, cette douleur sourde qui ne la quittait jamais. « Vous me manquiez », dit-il soudain, alors qu'ils terminèrent le dessert, une tarte aux fruits qu'il avait achetée chez un pâtissier du quartier. « Aurélien. » « Non, laissez-moi parler. Vous me manquiez, mais pas comme je l'aurais cru. Pas physiquement, pas comme une habitude qu'on perd. Vous me manquiez comme une partie de moi-même qui avait disparu. Cette capacité à voir le monde autrement,
à relativiser, à donner du sens à ce que je fais. Margot sentit sa gorge se serrer. Vous dites ça maintenant, mais quand la routine reviendra, quand les pressions professionnelles reprendront. Elles ont repris, Margot. Tous les jours. Et tous les jours, je me demande ce que vous en penseriez, comment vous réagiriez. Vous êtes devenue ma boussole morale, même absente. Cette confession la bouleversa plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle se leva pour débarrasser, prétextant la fatigue pour échapper à cette conversation qui la remuait trop. Cette nuit-là, dans son ancienne chambre, elle entendit Aurélien jouer du piano. Elle ne savait pas qu'il en jouait. La mélodie était triste et belle, quelque chose de classique qu'elle ne reconnut pas. Elle s'endormit sur cette musique qui lui parlait d'amour et de regret. Le deuxième jour, Aurélien l'emmena visiter son école, l'établissement de Seine-Saint-Denis, où la Fondation avait mis en place ses premiers programmes. Margot ne s'attendait pas à cette initiative, mais elle accepta de l'accompagner, curieuse de voir comment il se comporterait sur le terrain. Ce qu'elle découvrit la stupéfia. Aurélien connaissait les prénoms des enfants, s'enquérait de leurs progrès avec une sincérité évidente, discutait pédagogie avec les enseignants comme s'il avait fait ça toute sa vie. Les gamins l'adoraient, l'appelaient Monsieur Aurélien, et lui racontaient leurs petites histoires avec la spontanéité de l'enfance. « Comment ça se fait qu'ils vous connaissent si bien ?» demanda Margot à la directrice, pendant qu'Aurélien aidait un groupe d'élèves avec un exercice de mathématiques. « Il vient tous les vendredis après-midi depuis 3 mois, répondit Madame Dubois. Au début, les enfants étaient intimidés par son costume cravate, alors il a commencé à venir en jean. Maintenant, ils l'attendent avec impatience. Il a un don pour leur expliquer les choses compliquées avec des mots simples. » Margot observa Aurélien, agenouillé près d'un petit garçon qui peinait sur une division, lui expliquant patiemment la méthode. Cet homme qui dirigeait une entreprise de millions d'euros consacrait ses vendredis après-midi à aider des enfants de banlieue. Sans témoin, sans caméra, sans retombées médiatiques. « Pourquoi vous ne me l'avez jamais dit ?» lui demanda-t-elle sur le chemin du retour. « Parce que ce n'est pas pour vous que je le fais. Enfin, pas seulement. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « Ces enfants m'ont appris quelque chose que j'avais oublié. La joie simple de transmettre, d'aider sans contrepartie. Vous m'avez ouvert cette porte, mais c'est moi qui ai choisi de la franchir. » Le 3e jour fut plus difficile. Margot avait accepté qu'ils se rendent ensemble au vernissage d'une exposition caritative. Elle redoutait les regards, les murmures, les questions indiscrètes. Effectivement, leur arrivée ne passa pas inaperçue. Dans le milieu parisien, leur séparation puis cette réapparition conjointe alimentaient tous les fantasmes. Viviane de Courson était présente. Bien sûr, elle ne put résister au plaisir de s'approcher d'eux, un verre de champagne à la main et son sourire de prédatrice aux lèvres. « Mes chers amis, quelle surprise de vous voir ensemble. Les rumeurs de réconciliation seraient-elles fondées ?»« Bonsoir, Viviane, » répondit Aurélien avec une politesse glaciale. « Toujours aussi passionné par la vie privée des autres, à ce que je vois. Oh, vous savez, dans notre petit monde, tout se sait. » Elle se tourna vers Margot. « Ma chère, j'espère que vous avez appris de vos erreurs de jeunesse. Il faut savoir à qui on peut faire confiance. » « Vous avez raison, » répliqua Margot avec un calme qui surprit tout le monde, elle la première. « Il faut savoir à qui on peut faire confiance. Et surtout, il faut se méfier de ceux qui détruisent par plaisir. » Le sous-entendu était clair. Viviane pâlit légèrement mais garda son sourire. « Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. »« Moi si. » Aurélien sortit discrètement son téléphone. « Vous voulez que je vous rafraîchisse la mémoire ? J'ai des enregistrements très intéressants de vos conversations avec certains journalistes. » Le visage de Viviane se décomposa. Elle réalisa qu'elle était piégée, exposée. « Vous n'oseriez pas. Détrompez-vous. Mais contrairement à vous, je ne tire pas de plaisir à humilier les gens publiquement. » Il remit son téléphone dans sa poche. « Laissez-nous tranquilles, Viviane, définitivement, ou ces enregistrements prendront un chemin très différent. » Viviane de Courson s'éloigna sans un mot, défaite pour la première fois de sa vie. Margot regarda Aurélien avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Vous aviez vraiment des preuves ?»« Oui, depuis des mois. Mais je n'ai jamais voulu m'en servir pour vous reconquérir. Je voulais que vous reveniez librement, pas par gratitude ou par justice. Et maintenant, elle ne nous fera plus jamais de mal. À nous ni à personne d'autre. » Cette démonstration de force contrôlée impressionna Margot. L'ancien Aurélien aurait détruit Viviane publiquement pour se venger. Le nouveau avait préféré la protection à la vengeance.
Le 4e jour, Margot l'accompagna dans l'Hérault. Aurélien voulait revoir ses parents, s'assurer que le scandale médiatique n'avait pas eu de conséquences trop graves sur eux. Le voyage en voiture fut l'occasion de longues conversations, plus profondes que celles des jours précédents. « J'ai repensé à ce que vous m'aviez dit », confia Aurélien alors qu'il traversait la Bourgogne. « Que les gens ne changent pas vraiment. Vous aviez raison, en partie seulement. Je ne suis pas devenu quelqu'un d'autre. Je suis redevenu qui j'étais, avant que l'ambition et les déceptions me transforment en machine. Vous m'avez juste rappelé que j'avais le choix. Et vous avez choisi quoi? D'être l'homme dont vous pourriez être fier. Pas pour vous séduire, mais parce que c'est celui que je veux être. » L'accueil chez les Delacroix fut chaleureux mais prudent. Pierre et Sylvie étaient contents de revoir Aurélien, mais ils sentaient la fragilité de la situation. Lucas et Julien, maintenant étudiants brillants grâce aux bourses de la Fondation, le traitèrent avec le respect affectueux qu'on doit à un grand frère compliqué. « Tu as maigri », constata Sylvie en observant sa fille. « Et tu as des cernes. Tu ne dors pas assez. Maman, ne me dis pas que tout va bien. Je suis ta mère, je vois ces choses-là. » Ce soir-là, sur la terrasse face aux vignes, Pierre Delacroix eut une conversation d'homme à homme avec Aurélien. « Je ne vous demanderai pas ce qui s'est passé entre vous. Ce qui compte, c'est ce qui va se passer maintenant. Monsieur Delacroix, je veux que vous sachiez que j'aime votre fille. Vraiment. Pas pour ce qu'elle m'apporte, mais pour ce qu'elle est. Je l'espère bien. Parce que si vous lui faites du mal une seconde fois, bourgeoise ou pas, vous aurez affaire à moi. » La menace, prononcée avec le calme des hommes de terre, fit plus d'effet à Aurélien que toutes les intimidations de salle de conseil qu'il avait pu subir. « Je comprends, et je vous promets que je ferai tout pour la rendre heureuse. Ne me le promettez pas à moi. Promettez-le lui, et surtout tenez cette promesse. » Le 5e jour de retour à Paris, Margot sentit que quelque chose avait changé en elle. Cette semaine de cohabitation lui avait révélé un Aurélien qu'elle ne connaissait pas, ou plutôt qu'elle n'avait fait qu'entrevoir. Un homme capable de vulnérabilité, de générosité, de patience. Un homme qui l'aimait sans condition. Mais surtout, elle avait redécouvert ce qu'elle ressentait pour lui. Non plus l'attraction mélangée de peur et d'intérêt des premiers temps, mais un amour profond, nourri de respect mutuel et de complicité retrouvée. « Il nous reste 2 jours, » dit-elle ce soir-là alors qu'ils dînaient dans la cuisine. « Espace plus intime que la salle à manger officielle. »« Oui, et alors ? Je n'ai plus besoin de ces 2 jours pour savoir. » Aurélien suspendit son geste, la fourchette à mi-chemin entre l'assiette et ses lèvres. « Savoir quoi ? Que j'ai envie d'essayer. Vraiment essayer. Pas par nostalgie ou par peur de la solitude, parce que j'ai redécouvert l'homme que j'aime sous celui que j'avais épousé. » Margot, il posa sa fourchette, la regarda intensément. « Vous êtes sûr ? Parce que moi, je ne survivrai pas à une seconde séparation. J'en suis sûr. Mais à une condition. Laquelle ? Qu'on recommence vraiment à zéro, qu'on se redécouvre sans le poids du passé, sans les erreurs qu'on a commises, qu'on se donne le temps d'apprendre à s'aimer sans pression, sans contrat, sans échéance. Vous voulez qu'on se remariage ? » Margot sourit pour la première fois depuis longtemps, d'un sourire vraiment joyeux. « Non, je veux qu'on apprenne à être ensemble avant d'être mariés. Vraiment ensemble. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, ils dormirent dans le même lit. Pas pour faire l'amour, ils n'étaient pas encore prêts pour cette intimité, mais pour retrouver la simple douceur d'être ensemble. Margot s'endormit la tête sur l'épaule d'Aurélien et lui resta éveillée longtemps à la regarder dormir, n'arrivant pas à croire qu'elle était revenue. Le 6e jour, ils décidèrent de partir pour Cannes. Aurélien avait gardé un petit appartement là-bas, face à la mer, où il se ressourçait depuis quelques mois. « J'ai envie de vous montrer quelque chose, » dit-il mystérieusement. Le trajet en TGV fut joyeux, détendu. Ils se comportaient comme de nouveaux amoureux, découvrant leurs affinités. Margot réalisa qu'ils n'avaient jamais vraiment eu cette période d'insouciance que vivent les couples normaux. L'appartement cannois était à l'image du nouveau Aurélien, simple, chaleureux, avec une terrasse qui donnait sur la Méditerranée. Mais ce qui surprit le plus Margot, c'est qu'il avait installé un petit bureau face à la mer, avec des livres de pédagogie, des dossiers sur la Fondation, et même certains de ses propres travaux universitaires qu'il avait visiblement étudiés. « Vous travaillez sur mes recherches ? J'essaie de comprendre votre univers, de vraiment le comprendre. » Il semblait presque gêné de cet aveu. « Je veux pouvoir discuter avec vous d'égal à égal, pas juste vous soutenir financièrement. »
Cette démarche d'approfondir ses domaines de compétences à elle toucha Margot au cœur. C'était la preuve qu'il ne cherchait pas seulement à reconquérir une femme, mais à devenir le partenaire intellectuel et émotionnel qu'elle méritait. Le soir, ils dînèrent sur la terrasse. Le soleil se couchait sur la Méditerranée, peignant le ciel de rose et d'orange. Aurélien avait préparé une surprise, un repas entièrement composé de spécialités de l'Hérault qu'il avait fait venir spécialement. Des vins du domaine de la Croix, du Pélardon, de la tapenade d'Olive-Luc, des petits pâtés de Pézéna. Comment avez-vous organisé tout ça? J'ai mes réseaux, sourit-il. Et votre mère m'a donné quelques adresses. Ma mère? Nous correspondons depuis 3 mois. Elle s'inquiétait pour vous, et moi j'avais besoin de comprendre d'où vous veniez vraiment. Cette révélation surprit et émut Margot. Imaginez Aurélien échangeant avec sa mère, apprenant ses origines, ses traditions familiales. C'était la preuve d'un investissement qui dépassait largement la simple volonté de reconquête. Qu'est-ce qu'elle vous a dit d'autre? Que vous aviez toujours eu peur d'aimer. Que vous ne faisiez confiance qu'aux gens, qui avaient prouvé leur constance dans la durée. Que je devais être patient si je voulais vraiment vous mériter. Et vous avez été patient. J'ai appris à l'être, pour vous. Quand la nuit tomba, ils restèrent sur la terrasse à écouter le bruit des vagues. C'était là, dans ce cadre romantique, qu'Aurélien choisit de faire sa vraie déclaration. Margot, je sais que nous avons commencé par un contrat, que nous nous sommes perdus en route, que nous avons failli tout détruire par orgueil et maladresse. Il prit ses mains dans les siennes, mais je sais aussi que ce que nous vivons maintenant n'a rien à voir avec tout ça. Je vous aime pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous m'apportez. Je vous aime sans condition, sans arrière-pensée, sans calcul. Moi aussi je vous aime, répondit-elle simplement. Le vrai vous, celui que j'ai découvert cette semaine et que j'avais entrevu dans l'Hérault. Alors voulez-vous qu'on recommence? Vraiment recommencer? Oui, mais à une condition. Laquelle? Que vous m'embrassiez. Là, maintenant. Comme si c'était la première fois. Le baiser qu'ils échangèrent sur cette terrasse face à la Méditerranée n'avait rien à voir avec celui de leur première nuit dans l'Hérault. Il n'y avait plus de désespoir, plus de peur, plus d'urgence. Juste l'évidence de 2 êtres qui se choisissent librement, en connaissance de cause. « Tu es à moi maintenant », murmura Aurélien contre ses lèvres, reprenant sans s'en rendre compte les mots de leur premier baiser. « Non », sourit Margot, « nous sommes l'un à l'autre. C'est différent. » Cette nuit-là, ils s'aimèrent avec la passion de ceux qui se retrouvent et la tendresse de ceux qui se connaissent vraiment. Margot découvrit un amant patient et attentionné. Aurélien, une femme libérée de ses peurs et de ses inhibitions. Ils avaient appris à se faire confiance, et cette confiance transformait tout. Le 7e jour, ils ne quittèrent pas l'appartement. Ils passèrent la journée à parler, à faire des projets, à imaginer leur avenir ensemble. Un avenir sans contrat, sans clause de résiliation, sans échéance. Un avenir construit sur l'amour et le respect mutuel. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demanda Margot, blottie contre lui sur le canapé face à la mer. On vit. Tout simplement. On apprend à être heureux ensemble. Et pour le reste, votre entreprise, mes études, la fondation. La fondation, on la développera ensemble. Mes études, je les terminerai avec votre soutien. Mon entreprise, je la dirigerai en pensant aux valeurs que vous m'avez apprises. Et si on a des enfants? Cette question, posée avec une fausse désinvolture, fit battre plus fort le cœur d'Aurélien. Vous y pensez? J'y pense depuis que je vous ai vu avec les enfants de l'école. Vous ferez un père merveilleux, et vous une mère extraordinaire. Nos enfants auront la chance d'avoir l'intelligence de leur mère et bien, l'argent de leur père, plaisanta-t-il. Ils auront surtout l'amour de leurs parents. Le vrai amour, pas celui qu'on achète. 6 mois plus tard, ils se remarièrent. Pas dans la froideur administrative d'une mairie parisienne, mais dans l'église de Pézenas, près du domaine familial. Margot portait une robe simple et élégante, cousue par sa grand-mère d'après un modèle qu'elle avait dessiné. Aurélien, en costume beige, avait l'air d'un homme heureux. Toute la famille de la Croix était présente, ainsi que les équipes de la Fondation, quelques vrais amis d'Aurélien, qui avaient survécu à sa transformation, et Madame Rodriguez, la voisine espagnole qui avait appris à cuisiner à son mari. Quand le maire prononça les mots rituels, ils se regardèrent dans les yeux, avec la certitude tranquille de ceux qui savent où ils vont. Ce mariage-là n'était pas un contrat, c'était une promesse, celle de s'aimer dans la durée, de se soutenir dans les épreuves, de grandir ensemble. Vous pouvez embrasser la mariée, dit le maire avec un sourire complice. Aurélien prit le visage de Margot entre ses mains,
la regarda intensément. « Tu es sûr? Plus de clause de résiliation? »« Plus jamais, murmura-t-elle. Pour le meilleur et pour le pire. Alors je t'aime, Madame Moncler. Vraiment, définitivement, inconditionnellement. Et moi je t'aime, monsieur mon mari, pour ce que tu es, pour ce que tu deviens, pour ce que nous sommes ensemble. » Le baiser qui scella leur union fut applaudi par toute l'assemblée, mais ils ne l'entendirent pas. Ils n'entendaient que les battements de leur cœur, qui avaient enfin trouvé leur rythme commun. 2 ans plus tard, Margot soutenait brillamment sa thèse de doctorat sous la direction du professeur Lemaire. Sa recherche sur l'innovation pédagogique comme vecteur d'égalité sociale fut saluée par toute la communauté académique et donna lieu à plusieurs applications concrètes dans les écoles françaises. La Fondation Moncler était devenue une référence européenne en matière d'éducation sociale. Dirigée conjointement par Margot et Aurélien, elle avait essaimé dans 15 pays et accompagnait désormais plus de 5000 enfants vers l'excellence. Aurélien avait revendu la majorité de ses parts dans son ancienne entreprise pour se consacrer à des projets qui avaient du sens. Il dirigeait maintenant un fonds d'investissement spécialisé dans l'économie sociale et solidaire, prouvant qu'on pouvait concilier rentabilité et éthique. Il vivait toujours avenue Foch, mais l'appartement avait été entièrement transformé. Plus chaleureux, plus familial, avec une chambre d'enfant qui attendait son premier occupant. Car Margot était enceinte de 6 mois, et ils avaient décidé d'appeler leur fils Pierre, en hommage au grand-père qui avait failli les séparer, mais qui avait finalement contribué à les réunir. Un soir de printemps, alors qu'ils dînaient sur la terrasse de leur appartement cannois. Ils y venaient tous les week-ends maintenant. Margot posa sa main sur son ventre rond et sourit. « À quoi tu penses ?» demanda Aurélien en suivant son regard vers la mer. « À nous, à tout ce chemin parcouru. Au fait que parfois les plus belles histoires commencent par les plus gros malentendus. Tu regrettes notre contrat, nos disputes, nos erreurs? Non, parce que tout ça nous a menés ici. À cet amour-là solide, réfléchi, choisi. » Elle prit sa main et la posa sur son ventre. « Et puis regarde ce que ça nous a donné. » Aurélien sentit leur fils bouger sous ses doigts et fut submergé par une émotion qu'il ne soupçonnait pas. « Je t'aime, dit-il simplement. Je sais, et c'est pour ça que tout est possible. » Cette nuit-là, comme toutes les autres depuis qu'ils s'étaient retrouvés, ils s'endormirent enlacés, bercés par le bruit des vagues et la certitude d'avoir construit quelque chose d'indestructible. Leur histoire avait commencé par un mensonge et des calculs, mais elle s'épanouissait dans la vérité et l'authenticité. L'amour véritable, ils l'avaient appris ensemble, ne se commande pas, ne se négocie pas, ne s'achète pas. Il se mérite, se construit, se nourrit jour après jour de petits gestes et de grandes preuves. Il survit aux tempêtes, parce qu'il puise sa force dans la confiance mutuelle et le respect réciproque. Et quand leur fils naquit, par un matin de septembre dans une clinique parisienne, la première chose qu'Aurélien murmura à son oreille fut « Tu es né de l'amour, petit Pierre, du vrai amour, celui qui ne se vend ni ne s'achète, mais qui se donne librement. » Margot, épuisée mais rayonnante, regarda son mari bercer leur enfant et sut qu'ils avaient réussi. Ils avaient transformé un contrat de convenance en une histoire d'amour authentique. Ils avaient prouvé que même les débuts les plus cyniques peuvent conduire aux fins les plus romantiques, à condition d'avoir le courage de la vérité et la patience de l'apprentissage. Leur conte de fées n'avait pas commencé par « il était une fois », mais par un rendez-vous chez un notaire. Il ne se terminait pas par « ils vécurent heureux », mais par « ils choisirent d'être heureux ». Chaque jour ensemble, dans la beauté imparfaite de la vie réelle. Car c'est cela l'amour véritable, non pas une fin en soi, mais un commencement perpétuel.